Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec des invités qui nous viennent de Paris et de Toulouse. À Paris, nous avons les éditeurs de Brajlon. Bonjour Sébastien Sellerin. Je suis ravi de t'accueillir sur le canapé. C'est un format qui est fait pour toi, je crois. C'est le format dans lequel on discute et on partage beaucoup de choses. Je crois que tu as beaucoup de choses à partager. Ah oui, non, putain, je m'ai précédé, je vois. Oui. Okay. Moi j'adore ce format dans lequel on discute avec nos invités de plein de choses différentes et de leur parcours. Tu as un parcours qui est super intéressant, toi aussi Gaëlle. Tu travailles également pour Brajlon. Exactement, oui. Je m'occupe du marketing et du commercial chez Brajlon. Et donc on aura l'occasion d'échanger également sur ces sujets-là. Et nous avons Christophe Aguilar qui est auteur. Christophe Aguilar. Je t'ai appelé Alexandre Aguilar. Je préfère Alexandre. Pourquoi je t'appelle Christophe? C'est une bonne question. Je trouve que si tu as un fils, Alexandre, il faudrait que tu l'appelles Christophe. Et tu es auteur donc chez Brajlon de ton premier jeu qui vient de sortir, sur lequel nous avons réalisé une petite vidéo. On va vous le présenter. Il s'agit, ce qui est derrière nous, oui, Captain Soir, un jeu dans lequel on va cocher des cases. On va se faire la guerre également, puisque c'est un roll and wild et attaque. C'est ça. Et vous le voyez sur les genoux. Alors comme d'habitude, j'ai mon téléphone parce que je vais envoyer des photos. Je ne suis pas en train de regarder mes mails. Je préfère le signaler à chaque fois parce que ça peut donner cette impression. J'envoie des photos sur l'écran sur lesquelles vous pouvez réagir. Il n'y a presque pas besoin. Je pense qu'on va pouvoir discuter même sans photo. Mais malgré tout, ça peut faire un support. Et puis j'ai pris des livres. Parce que quand on a su qu'il y avait Brajlon, la première chose qu'Aline a fait, c'est qu'elle m'a sorti plein de livres de sa bibliothèque en nous disant « Ouais, chouette, on va pouvoir parler littérature. » Eh non, c'est pas... Alors, si, c'est ce Brajlon-là, oui. Mais c'est pas cette antenne de Brajlon. Non. Il s'agit du Brajlon qui fait des jeux de société. Exact. Mais évidemment, vous connaissez Brajlon pour ses romans. C'est pas si vieux, hein, les éditions Brajlon en littérature. Vingtaine d'années quand même déjà. Bah ouais, mais c'est pas effectivement dans les maisons d'édition littéraire où on a l'habitude de voir 1800 quelque chose. Oui. Bah oui. Donc là, c'est pas à ce point-là, mais... Oui, ça existe depuis un certain temps, mais on l'a vu naître, nous. Et donc, on a vu ces livres arriver, des très beaux livres en général, des très belles éditions, avec des livres sur des thèmes qui sont des thèmes forts, on peut dire ça comme ça, des univers qui sont très très riches. Est-ce qu'on retrouve ça un petit peu dans les jeux de société de Brajlon ? Alors oui, ça dépend des jeux, mais on a effectivement la vocation d'avoir des univers forts, qu'on espère originaux, de les traiter avec un regard un peu différent, dans un moment où il y a beaucoup de volonté de pas tellement avoir d'interaction entre les joueurs. Nous, on est plutôt partisans de ça, on aime bien que chacun ait besoin de surveiller les autres, puis se mêler un peu de leurs affaires autour de la table, et puis sinon, on aime bien les jeux qui racontent des histoires. Oui. Donc ça, on va en parler. On va vous parler des différents jeux, on va parler des parcours de nos invités, de votre itinéraire dans le monde du jeu, à travers cette marque Brajlon Games qu'on commence à voir de plus en plus souvent dans nos ludothèques, puisqu'ils arrivent dans nos ludothèques, sur nos tables de jeu également. On va commencer par parler d'Hachette peut-être, puisque Hachette est à l'origine de la création de ce secteur de jeux de société. Non, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Est-ce que Brajlon, la section des jeux de société de Brajlon a commencé avant l'initiative, l'arrivée d'Hachette dans le monde du jeu ? Elle a commencé un petit peu avant. Alors après, il y a toujours eu un peu de jeux dans les maisons d'édition, mais c'est vrai que c'était plutôt des quiz en fait. Oui. Nous, on avait fait 2-3 expérimentations assez différentes, parce que par exemple, on avait proposé Assassin's Creed Vendetta, qui était un killer sur cette saga de jeux vidéo que tout le monde connaît. Et puis, il y avait le projet de faire des jeux, mais depuis quasiment toujours, parce que parmi les fondateurs de Brajlon, Stéphane Marsan, j'avais travaillé avec lui chez Multisim, par exemple, où on a publié Citadel à l'époque. Et c'est vrai que le sujet du jeu, depuis une vingtaine d'années, revenait souvent, mais développer une maison d'édition pérenne, ça prend vite 15 à 20 ans, déjà pour être sûr que la fantasy, la science-fiction, les thrillers... la bitlit trouvent leur place chez tous les livraires, soient présents, ne soient pas considérés comme un genre mineur, même après que la vague du Seigneur des Anneaux soit retombée. Donc ça les a pas mal occupés. Et puis il y a 5-6 ans de ça, les jeux, pourquoi pas. Donc on en a d'abord fait au sein de Brajlon, sur différents labels que possède la société. Et puis à cette époque-là, Hachette est devenu le distributeur en fait de tous ces labels. Et en discutant avec différents responsables d'Hachette, c'est vrai qu'on a ressenti leur intérêt pour le jeu, donc on s'est dit il va se passer quelque chose. On a bien ressenti leur intérêt pour le jeu ces derniers temps. Donc à l'époque, Alain Evans, qui était donc un des associés de Stéphane, qui dirigeait la société,
s'est dit, bah voilà, développons un groupe de réflexion. C'était un moment où Brajon aussi allait se remettre à faire de l'illustré, du comics, du manga. Donc il y a eu une cellule de travail qui a été pilotée par Claire Deslandes, qui avait vocation de penser un peu ces nouveaux formats, cette nouvelle façon de travailler l'imaginaire en fin de compte. Oui. Et puis avec elle, on a été recrutés pour faire les jeux. Et puis à un moment donné, la décision a été prise que le jeu, de par les procédures de travail, le chemin critique de développement, était sur un rythme trop différent du livre pour que ça arrive à cohabiter sereinement. Donc la décision a été prise de faire une filiale dédiée. Et à ce moment-là, l'intérêt d'Hachette s'est confirmé et ils ont aidé Brajlon à faire émerger Brajlon Games comme entité à part entière. Voilà. Et toi, tu travaillais auparavant, tu m'as dit, alors pour plusieurs maisons d'édition? Alors moi en fait, juste avant Brajlon Games, alors, soit je peux te faire ça en rétro planning, tu vois. Si tu veux, oui. Juste avant Brajlon Games, moi je travaillais chez Don't Panic Games. Oui. C'est là où j'ai connu en fait Sébastien, parce qu'on a travaillé ensemble à l'époque chez Don't Panic Games. C'est la première maison d'édition de jeux de société pour laquelle j'ai travaillé, parce qu'avant ça en fait j'ai commencé il y a longtemps en fait à travailler dans l'édition, mais côté animation japonaise, donc Oui. édition vidéo. Je travaillais chez Kazé, je suis rentré dans le monde de l'édition. Toujours sur un poste qui est celui de la communication, de manière générale, le marketing. Ouais, je suis rentrée en marketing, alors un peu, je veux pas dire par hasard, mais c'était il y a longtemps, je vous dis ça, c'était un autre temps, c'était en 2006, mes petits amis, voilà. Moi j'ai fait des études de biologie moléculaire, tu vois. Ah Donc, oui, forcément, c'est lié. Mais oui, non, mais forcément, oui. mais ça se tient. Dans un, voilà, donc, mais à l'époque, quand je faisais mes études, j'avais déjà une passion, ça a toujours été l'animation, la bande dessinée, et je pigeais pour diverses magazines, dont certains existent encore et d'autres ont disparu depuis longtemps. Et quand j'ai fini mes études, après mon master en biologie, c'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Parce que moi j'avais bien choisi Alors, j'avais un biologie moléculaire végétale, donc ma spécialité c'était les OGM. Oui. À l'époque c'était très très bien vu. Bah oui. Et donc du coup, à l'époque en termes de débouchés c'était pas top, mais c'est pas grave, j'avais trouvé un super master que je trouvais ultra intéressant, qui était sur les matières végétales d'intérêt économique pour l'avenir. C'est-à-dire comment est-ce que tu remplaces les sacs plastiques avec des produits végétaux, comment est-ce que tu remplaces les protéines animales avec des protéines végétales, etc. Mais ça, c'était c'était presque maintenant il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, en fait, tout ça, les gens, en fait, ils te rigolaient un peu au nez. C'était un peu, on nous appelait le master Rikazaraï à l'époque. Ça faisait rire. Ah bon, oui. Ouais, c'est ça. Bon. Et en fait, bon bref, tout ça, voilà, c'est pour ma petite histoire personnelle. Et à côté de ça, en fait, voilà, l'amour de la bande dessinée, tout ça, les piges. Un jour, en fait, il y a un des magazines qui m'a dit, si tu viens à Paris, en fait, on te file une place de rédactrice à temps complet. Et ça, en parallèle, je me suis dit, non mais, enfin, vas-y, là, tu vois, je veux dire, pourquoi pas, enfin, tentons le coup, hein. Ça se trouve, je vais juste rester un an, etc. Et puis vivre un an de sa passion, c'est super, quoi. Oui, c'est une prise de risque, mais en même temps, tu t'es plongé dans un univers qui est passionnant. Exactement. Est-ce que tu regrettes, là, passons directement sur le... Alors, financièrement... Ah oui, non, mais ça rentre. Non, vraiment, en fait, en termes de qualité de vie, de ce que tu aimes faire dans la vie, Oui. Non, je regrette pas, parce qu'effectivement, pendant la plupart du... Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai plus de 40 ans maintenant, et franchement, ça m'est rarement arrivé de me lever le matin en me disant « il faut que j'aille bosser ». Ouais. Ah bah, surtout si tu viens installer, c'est quand même... Exactement. Surtout dans des journées comme ça où tu te dis « ah bah ouais ». Donc non, franchement, je regrette pas, et ce qui devait être simplement une expérience à l'époque, en fait, en me disant « vas-y, je tente le coup », j'en suis jamais parti de ce milieu-là, quoi. J'étais aspiré. Mais avec un parcours qui est forcément heurté de changements, de prise de risque, hein, malgré tout. Tout à fait. Et en travaillant dans la presse spécialisée, en fait, on commence à connaître les éditeurs, et puis un jour, chez Kazé, en fait, à l'époque, la directrice marketing de l'époque m'a dit tu sais quoi, Gaëlle, je cherche une assistante marketing. Elle sortait d'une grande école de commerce, et moi pas du tout, tu vois. Elle m'a dit ouais, mais t'as fait des études de sciences, tu dois être carré. Je fais ouais. Oui, c'est moi, c'est tout à fait moi. Et en fait, je suis rentrée chez Kazé
en tant que, au début, assistante marketing. J'étais toute jeune. Et puis après, je suis passée à chef produit, puis responsable marketing, etc. Et je suis restée dans l'animation japonaise jusqu'au... chez Kazé, on avait tout vécu, le moment de la... Je suis arrivée, il y avait encore des VHS, puis c'était le DVD, puis le Blu-ray, et on a fait le lancement d'ADN, qui aujourd'hui est un gros site de streaming d'animation japonaise. Donc ça, c'était vraiment un super projet. Et peut-être 2 ans après le lancement d'ADN, je suis partie en fait chez une autre maison d'édition, toujours dans l'animation japonaise, parce que j'avais effectivement mon ancien patron que j'avais connu à Kazé il y a longtemps, qui avait monté une autre société, et il m'a dit ouais mais alors j'aurais besoin de gens parce qu'on lance un petit animé là qui s'appelle l'Attaque des Titans. Ah oui, le petit truc, ouais. Et j'ai fait ah ok d'accord, j'arrive. Et donc voilà, je suis allée bosser chez une société qui s'appelle All the Anime, qui est connue en France sous le nom de Atanim, qui est basée en Écosse en fait, et qui a un bureau en France. Et cette société-là fait partie d'un conglomérat de boîtes en fait, qui est géré par une maison mère qui s'appelle Inis, et qui a plein d'activités de la culture geek tout aussi passionnantes les unes que les autres, puisqu'il y a le dernier bar avant la fin du monde, voilà, et de Don't Panic Games, etc. Et en fait, en travaillant pour cette société-là... C'est une société qui est dirigée par Cédric Littardi. Exactement, par Cédric. Et en fait, en voyant toutes ces activités-là, moi je jouais déjà aux jeux de société, aux jeux de rôle, etc. C'était pas ma grande spécialité, c'est vrai, mais en voyant en fait les enjeux, ce qu'on pouvait faire en termes de jeu, c'est-à-dire, moi pendant longtemps j'ai été chef produit, et ce qui me passionnait en fait c'est l'objet, tu vois, chez Kazé, ceux qui connaissent un peu cette maison d'édition à l'époque, nous ce qu'on aimait faire c'était des collectors, tu vois, avec des grosses boîtes avec des DVD dedans, des goodies, des trucs, enfin on se faisait vraiment plaisir, vraiment l'objet en fait était aussi important en fait, pas aussi important que la série évidemment, mais c'était important. Et ce qui m'a captivé dans le jeu de société, c'était le côté de t'as du matériel qui va servir le gameplay. En plus, comment ça est-ce que sert pas c'est... rien. Comment est-ce que c'est réfléchi intelligemment pour procurer des choses, enfin, il y a tout un tas en termes de travail derrière, il y a tout un tas d'enjeux qui sont assez passionnants. Et puis aussi parce que c'est un milieu ultra sympathique, ultra captivant, etc. Et c'est pareil, que j'ai commencé à mettre un peu le doigt dedans, je me suis dit, en fait, c'est super. Et quelques années plus bas, j'ai connu Sébastien donc chez Don't Panic Games, on a lancé le jeu L'Attaque des Titans, puis Tokyo Ghoul, alors beaucoup de jeux qui sont évidemment dérivés du... Tu confirmes, il n'y a que des gens sympathiques dans le milieu du jeu. Moi, ceux que je connais, peut-être je connais pas les autres, tu me diras. Donc voilà, on s'est connus sur des jeux qui étaient aussi du coup à mi-chemin en fait, entre moi ce que je connaissais et ce que le jeu de société aussi allait m'apprendre, tu vois. Donc je suis arrivée par le manga et je suis passée côté jeu de société. Et donc voilà, j'ai connu Sébastien, et quelques années plus tard, Sébastien est parti chez Brajlon, et il m'a recontacté en disant qu'il y a un projet chez Brajlon, voilà, de faire du jeu. Et en fait, il m'a raconté le projet, il m'a présenté les jeux de chez Brajlon, et Brajlon c'était déjà une société que évidemment je connaissais et que j'adorais, donc qui orne bien mes bibliothèques, n'est-ce pas ? Oui. Et voilà, quand ils m'ont expliqué le projet et l'ambition en fait de la boîte, j'ai fait ok, je te rejoins, parce que j'aimais bien travailler avec Sébastien, donc c'est vrai que quand il est parti vers de nouvelles aventures, je me suis dit, ah bah mince, c'est triste, tu vois, parce que c'est aussi des rencontres, enfin voilà, les boîtes c'est aussi fait de rencontres, en fait, de gens avec qui on aime bien bosser. Et toi, Christophe? Je t'appelais Christophe dans cette émission. D'où ça vient ce Christophe? Tu as un petit parcours également, puisque... Alors peut-être plus petit, parce que ça se voit peut-être à l'image, tu es un peu plus jeune que nous. Oui, un petit peu. Tu viens d'arriver dans le monde du jeu. Ouais, c'est ça. Et dans le monde professionnel, on m'a dit que tu travaillais pour des grosses boîtes. Je travaille dans l'ingénierie spatiale, oui, à Ouais. côté, donc pour des gros acteurs, surtout toulousains. Comme tous les Toulousains, quoi. Quasiment. Comme la plupart des Plus ou moins. Toulousains, ouais, avec l'aéronautique. Ou alors auteurs de jeux. Soit c'est ce qu'on a l'impression. C'est à peu près ça. Les deux, hein. Et ils sont dans l'aéronautique Souvent, c'est les deux. et ils créent des jeux en même temps. Et puis voilà, depuis 2 ans, du coup, il y a ce beau projet qui a commencé avec Brajlon Games, donc de Captain War. Donc effectivement, c'est l'entrée dans le monde du jeu, et puis on a hâte que ça sorte dans un mois. Et voilà, tout neuf, tout petit, tout nouveau, et puis on verra ce que ça donne. Et le monde du jeu, tu le connais depuis longtemps? Ça fait longtemps que tu gravites autour de cet univers avec l'envie de faire des jeux?
Alors le monde du jeu, je dirais un peu tout le temps, parce qu'avant j'étais animateur quand j'étais petit, et puis j'adorais voir les enfants, j'étais très hyperactif de nature, donc Ouais. moi, le fait de me poser devant un jeu et de vraiment justement contrer la nature, j'ai toujours adoré ça. Et puis même en tant qu'animateur, et quand j'ai commencé à faire des études qui se dirigeaient plus à l'époque vers le métier de professeur en fait, je trouvais que l'évolution pédagogique des enfants avec le jeu de société était assez impressionnante, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et on va dire que c'est vraiment allez, un an avant le confinement que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux jeux de société. Et puis après que le confinement, quand tu te retrouves enfermé avec des gens H24, il faut bien s'occuper. Donc on va dire que c'est vraiment là que ça a commencé et c'est vraiment récent du coup, au final. C'est vrai qu'on se rend pas compte de ça, mais on commence à nous en parler, nous, sur le canapé. Nous qui sommes un peu dans le monde du jeu depuis beaucoup plus longtemps, il y a un effet confinement peut-être on pourra on pourra le voir à l'avenir et demander aux gens vous faisiez quoi, qu'est-ce que vous avez lancé au moment du confinement. Et on commence à voir parmi plein de nouveaux auteurs, plein de nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés dans le jeu à ce moment-là, une date qui est une date charnière, j'ai l'impression, dans l'industrie du jeu de société. Oui, bah, je pense qu'effectivement, c'est tous ceux qui avaient des piles de jeux qui les avaient pas pu jouer, ils y ont joué. Et puis, tous ceux qui savaient pas trop quoi faire de leur temps dans une vie peut-être hyperactive, bah, ils ont rencontré des joueurs via les réseaux sociaux, via des plateformes. Et puis après, je pense que. Enfin, moi, on s'est beaucoup prêté de jeu pendant le confinement. C'était facile d'aller voir son voisin, lui dire tiens, tu connais pas ça, essaye. Et puis. Et on a mieux connu nos voisins d'ailleurs. Enfin, moi, c'est bon, Ouais. comme ça. T'avais aussi beaucoup les familles qui voyaient leurs enfants toute la journée devant les écrans, qui sont très vite dit ouais, enfin, on peut pas faire ça toute la journée non plus, donc il faut trouver une activité qui déconnecte un peu. Bah, tu savais pas combien de temps ça allait durer aussi. Voilà. Mais ça aussi, maintenant on a l'habitude, mais. Oui, puis alors au niveau de Brajlon, vous avez remarqué un effet confinement également sur les ventes de vos jeux, parce que beaucoup d'éditeurs en ont parlé, alors surtout ceux qui avaient des très grands classiques, les très très grands classiques, ceux qu'on voit même dans les toutes petites boutiques qui ont un petit rayon de jeux de société. C'est un peu moins le cas de Brajlon actuellement pour l'instant, mais est-ce que vous avez eu un effet sur les ventes ? Oui, je pense que oui. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, on était tellement un peu tétanisés par l'idée que tout s'effondre, Oui. que le fait que ça continue, que ça se poursuive, ça déjà nous a agréablement surpris. Mais après, nous, pendant le confinement, on est dans un moment très particulier où, dans un premier temps, on se dit qu'on a un projet un peu fou, on va peut-être y renoncer, parce que la conjoncture internationale, on pense que ça va être compliqué. Et puis on se dit, on se lance, mais du coup... ça va être une période extrêmement intense. Je pense que c'est la période dans laquelle on a le plus travaillé en fait, parce que on a travaillé donc sur un projet de Kickstarter qui était de faire un tarot divinatoire sur le mythe de Cthulhu, avec l'ambition d'avoir un objet qui avait une existence simulée dans le réel, avec un récit, avec des personnages de fiction, avec un livre avec. Et puis on se disait, bah, si on n'est pas en mesure de le lancer dans l'été, peut-être à la fin de l'été, ce projet il se fera pas en fait, parce que quand tout va redémarrer, est-ce que les gens ils seront encore... Enfin voilà, est-ce que ces produits-là intéresseront encore quelqu'un? Et puis il y avait beaucoup de fébrilité par rapport à quel impact économique aurait cette période, est-ce que les sociétés allaient s'en sortir, comment ça allait se passer, enfin c'était aussi une période d'inquiétude, donc c'était un peu une période un peu de se dire, ça se trouve, on est à un moment charnière où il faut jouer son va-tout, et ce projet un peu fou dont on parlait souvent depuis plus d'un an et demi, on s'est dit, on y va, aussi parce qu'on a fait des rencontres avec des artistes qui se sont retrouvés à avoir énormément de disponibilité à ce moment-là, alors que d'habitude c'est une période très intense pour eux, et du coup, pendant le confinement et dans les semaines qui ont suivi, nous, on est dans le mythe de Cthulhu, on est dans la création de ce tarot, on y passe nos journées, et on est un peu coupé de tout en fait. Donc à ce moment-là, on suit pas tellement les chiffres. Moi, c'était pas ma préoccupation principale, quoi. C'était vraiment, faut faire un tarot, c'est 22 arcanes majeures. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est une petite boîte, mais il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Chaque arcane mineur, donc chaque couleur de carte est associée à une peuplade, avec une cohérence, avec des fresques qui ont été découpées en 4 pour faire les figures de chacune des couleurs. Donc avec Maxime Ledin, avec les Fortifères, avec François Vazin, avec l'assaut artistique, on est immergé dans les textes, on est immergé dans les briefs, on cherche les détails dans les croquis, et les jours défilent, et oui, quand on sort du boulot, on lève la tête, on allume les infos dont on parlait de la pandémie, mais enfin, pour nous, on est au XVIIe siècle, avec des personnages fictionnels, en train d'inventer ce tarot. Donc c'est vraiment un moment assez étrange où on est un peu hors du temps, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu, en fait, parce que comme une petite équipe, s'il n'y avait pas eu effectivement
l'annulation des salons, on n'aurait pas pu bosser dessus parce qu'en fait, au final, tu vois, je veux dire, sinon t'as pas le temps, clairement, parce que si tu peux pas être sur la route et travailler à ce genre de projet en même temps, donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit faisons-le maintenant parce que gérer un Kickstarter quand tu vas à Essen, il y en a plein qui le font, mais nous à 3, enfin on voyait pas comment on pouvait s'en sortir, tu vois. Donc on s'est dit c'était le moment, et puis effectivement tu as raison, Fortifem qui étaient des artistes avec lesquels on avait envie de travailler, eux ils sont spécialisés dans l'illustration, beaucoup pour des groupes de rock, les affiches du Hellfest, les trucs, etc. Et les festivals de musique n'avaient pas lieu non plus, donc on s'est retrouvé à un moment où on s'est dit, tiens, hop, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon... Et tout en se disant, ce projet est fou en fait, qu'est-ce qu'on fait de se lancer là-dedans et en même temps en se disant, de toute façon, c'est maintenant ou jamais, parce que là, le gouvernement nous dit rendez-vous dans 15 jours, puis dans 3 semaines. Dans 3 semaines, Bon voilà, enfin tout ce qui est fait maintenant ne sera plus à faire, et donc il y a un côté, il faut finir avant que ça déconfine, tu vois, il y a un peu de ça, quoi. Et après, nous sur les ventes, en fait, Brajlon Games venait d'être créé il n'y a pas très longtemps, en fait, bah oui, parce que nous c'est la ça, création la de Brajlon... différence comparée à d'autres éditeurs aussi. c'est ça, la création de Brajlon Games c'est 2019, on lance nos premiers jeux en tant que Brajlon Games. On vient de commencer aussi avec Gigamic. On a peu de jeux en fait disponibles. Donc, Gigamic, c'est votre distributeur. Exactement, c'est notre distributeur. On a peu de jeux à ce moment-là en fait de disponibles. Donc forcément, on n'a pas un fond de catalogue comme d'autres éditeurs ultra solides qui va se vendre très bien pendant le confinement. Là où en fait effectivement on s'en sort bien, c'est qu'à ce moment-là Gigamic avait fait une offre aussi commerciale pour aider les magasins au redémarrage plutôt quand les boutiques ont été réouvertes, puisque il y a un moment elles étaient totalement fermées, et ça effectivement ça donnait de l'air frais, je pense, à tous les gens qui étaient distribués par Gigamic au redémarrage. Donc c'est vrai que ça a été une période effectivement assez étrange où tout le monde avait peur, en même temps nous on était concentrés, et au final effectivement quand tu regardais les ventes sur l'année, c'était pas mal. Voilà. Alors là j'ai mis quelques images de différents, alors pas que Roll and Write, parce qu'il y a un peu de tout à l'intérieur. On a Welcome to the Moon qui est un jeu qui se base sur des cartes, des tracks, des halls, Trek 12 qui sont des Roll and Write. Role Player c'est encore un petit peu différent, c'est un jeu mais qui utilise le dé également. Il n'y a pas de white à l'intérieur, mais il y a cet aspect-là, ça aurait pu être un roll and write également. À un moment, on a entendu dire qu'il y avait beaucoup trop de roll and write et que c'était terminé, cette mode de ce type de jeu, et qu'il fallait passer à autre chose. Et ce moment-là est antérieur à Trek 12, à Welcome to the Moon, à The Hall d'ailleurs, qui vient tout juste d'arriver, à pas mal d'autres jeux de ce type-là qui sont arrivés et qui finalement rencontrent un très grand succès, Demeter également. Donc la période n'est pas terminée. Est-ce qu'on en est encore à se dire ça suffit les roll and write? Est-ce que c'est une mécanique en elle-même? Est-ce que c'est plus que ça? En France, la lassitude, on a l'impression de l'entendre. C'est vrai qu'on est un peu déçu en tant qu'éditeur ou auteur parfois, parce qu'il y a cette lassitude, on a l'impression qu'elle est vraiment plus là sur les réseaux qu'en réalité, parce que sur les ventes, on a l'impression que les boutiques le montrent pas forcément, au contraire. Et sur les salons aussi. Et sur les salons aussi. Après, nous, c'est vrai que c'était un défi. Mais comme on l'a raconté, Captain's War, même si on avait la possibilité de le faire par exemple en plateau, on voulait viser un public trop familial pour que ce jeu-là se trouve en plateau pour l'instant. Oui. Le roll and write collait parfaitement. Puis il n'y a pas des millions de roll and write, il y a beaucoup de flip and write, de X and write, il va y avoir des bag and write qui vont arriver. Le roll and write, il y en a quelques-uns, effectivement. Après, c'est vrai qu'ils sont surtout beaucoup sortis en même temps, mais si on regarde comparé à d'autres mécaniques ou d'autres types de jeux, c'est pas forcément très important. Des jeux de draft ou de deck building qui sortent, on en a énormément par semaine. Est-ce qu'il y a trop de jeux de plateau? Est-ce qu'il y a trop de jeux de plateau? Est-ce qu'il y a trop de jeux de cartes? En fait, il y a deux débats. Le débat numéro 1, c'est si on considère le roll and write comme une mécanique, ce qui pour nous n'est pas forcément le cas. Dans ce cas-là, on trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a tellement d'autres mécaniques qui sont beaucoup plus utilisées, on trouve ça dommage, puis les jeux se ressemblent pas. C'est un peu les deux en fait. C'est à la fois parfois une mécanique, si on s'inspire, parce que le roll and write de base c'est le Yams, qui est un excellent jeu. D'ailleurs, le Yams c'est pas du tout quelque chose à côté duquel il faut passer, c'est super. Une partie de Yams c'est toujours très très agréable. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un aspect mécanique qui est repris parfois, de cette idée de je vais faire une combinaison avec des dés. Et puis, comme tu le dis, il y a un côté matériel également. Il y a un côté matériel, c'est un peu comme si les joueurs disaient bon, on a marre des jeux de plateau ou des jeux de cartes, on serait un peu embêté. Voilà, c'est pas. Il faut aussi enlever cette idée reçue qu'un roll and write c'est une facilité à sortir. Nous, on l'a bien démontré sur le travail qu'on a réalisé avec Olivier, qui est illustrateur du jeu de Rueto.
Il y a un travail ergonomique qui est monstrueux. C'est pas la facilité non plus le roll and write. Et à la fois, on a quand même une communauté qui grandit de jour en jour aussi. C'est très apprécié sur les festivals. Et puis, pareil, avec le confinement, ça a beaucoup aidé aussi de pouvoir jouer à des jeux comme ça à distance. Donc nous, on essaye un peu de contrer ça et de dire, bon, on n'est pas que un roll and write, et on a aussi un univers fort. D'ailleurs, on est plus un jeu d'univers fort avec de la gestion qu'un roll and write en fait. Hein, mais, oui, vous avez fait un jeu de dés. Effectivement, il y a les dés qui vont permettre d'être le moteur des actions, mais de la même façon qu'un Marco Polo. Je ne sais pas si tu connais Marco Polo, qui est un jeu qui est géré, régi par les dés, mais qui vont servir à plein d'autres mécaniques. Ah, j'appuie sur des images qui n'ont rien à voir. Ne regardez pas mes images. Non, on ne les voit pas. Mais c'est vrai que tu vois les jeux que tu montrais tout à l'heure, est-ce que tu as la même sensation quand tu joues à des tracks que quand tu joues à Welcome to non, pas du tout, tu vois. Et c'est pareil à Captain's War, c'est une question de sensation, pas forcément de type de jeu, tu vois. Il y en a plein, des roll and write, mais il y en a, là, tu vois ce qu'on voit là sur l'écran, il n'y en a aucun qui te donne la même sensation qu'un autre, quoi. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est la sensation de jeu. Et après, oui, comme disait Alex, facilité. Maintenant, le travail. Christophe, on va la rechanger là. La facilité de développement. Non, en fait, on va dire sur le matériel peut-être, mais en fait, en ergonomie, en études, etc., c'est pas le cas. En revanche, la sensation que tu peux donner de jeu à quelqu'un, en fait, à un joueur, comparé en fait au prix de vente, c'est super bien le roll and write parce que en fait, si tu commences à monter en gamme en disant on va faire un jeu de plateau et alors tu vois toutes les ressources, ça va être des trucs en plastique, en bois, en bidule, c'est super, c'est marrant à manier, etc. Mais à la fin, la personne elle a des sensations de jeu pour 3 fois le prix, quoi. Il y a quand même 2 énormes points positifs au roll and write, pour tout ce qui est write, les cartes aussi. C'est l'accessibilité. On arrive quand même à toucher, nous on aurait fait Captain's War en jeu de plateau, on n'aurait pas touché le même public. Oui, là on leur dit ne paniquez pas, vous avez une feuille, il n'y a que 6 dés, on va le faire progressivement. Et puis même s'il y a beaucoup de règles sur un roll and write, en fait en un tour tu sais jouer, généralement. Et le deuxième c'est la mise en place. Là on sort la feuille, on sort les dés, on joue. On peut jouer dans un train, on peut jouer partout, on n'aura pas de problème à jouer. Donc voilà, après c'est vrai que par rapport à ce type de jeu qu'il y a là, que nous personnellement on adore, là où on se différencie aussi, c'est qu'on va très peu utiliser les mathématiques et en tout cas les chiffres qu'il y a beaucoup dans les roll and write. On va l'utiliser pour les combats, mais il n'y a pas trop de chiffres sur les dés. Ça. Non, sur Captain's War, les mathématiques, elles sont là, elles sont en arrière-plan, elles sont fondamentales, mais c'est vrai que quand tu joues, tu as une relation très intuitive à ça, et puis à force des parties, tu vas te découvrir. Oui, complètement. Tu vas avoir une compréhension intuitive de ça. Mais dans les faits, tu jettes des dés qui ont des faces avec des illustrations qui correspondent à des illustrations sur ta feuille, et puis tu suis ton petit bonhomme de chemin, ton capitaine s'habille, ton bateau se développe, ton coffre se remplit et se vide, parce que voilà, c'est la guerre, et puis tu envoies des gars à l'abordage, mais et puis au bout d'un moment tu t'aperçois qu'il y a des choix à faire, où au début tu es un petit peu... tu prends ce qui vient, quoi, puis au bout d'un moment... tu t'aperçois que tu peux acheter plusieurs choses et ça va se jouer à un point, que tu vas gagner sur telle ou telle acquisition, puis tu commences à surveiller les autres, et c'est là que tu vois qu'il y a une dimension arithmétique, mais elle est... je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui se rendent même pas compte que c'est arithmétique, en fait. Non, parce qu'on a voulu tellement mettre le thème en avant, si tu veux, que c'est plus un jeu de pirate et d'interaction qu'un roll and write. Oui, c'est un jeu de gestion de ressources et de bluff, et il se trouve qu'en termes de dispositif, on écrit sur une feuille. Mais voilà, c'est vraiment de la gestion et du bluff, en fait. Bon, après, tous ces jeux sont super. Hein. Ah bah oui. Alors, j'en ai pris que des bons, de toute façon. Ah, là, j'ai utilisé quelques icônes quand je les ai trouvées. Quand je les ai pas trouvées, j'ai rusé. J'ai pas trouvé, je suis désolé. Le logo de Multisim. Parfait. Quelques icônes, alors qu'ils vont manquer plein de choses. Il en manque, hein. Il manque Jeu de rôle magazine, c'est ça. Il manque Don't Panic Game, donc tu l'as évoqué. Vous avez travaillé tous les deux chez Don't Panic Game. Les 12 singes, qui est une boîte pour laquelle tu as plus que travaillé chez les 12 singes. Non, ça m'appartient en fait avec des amis. Vous êtes vraiment 12 à l'intérieur ? On est beaucoup plus nombreux que ça en fait. Au départ, on est une poignée, et puis c'est une aventure entrepreneuriale et aussi amicale qui fait que petit à petit, conjoints, enfants, proches, donc aujourd'hui on est une véritable armée, quoi. Quand on se réunit une fois par an pour un séminaire pour décider de qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, et c'est des très très grandes tablées, c'est des parties de test jusqu'à point d'heure. Donc on n'a pas été 12 au départ, et aujourd'hui
dans les personnes qui collaborent de près ou de loin à cette aventure, on est bien plus de 12. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément tout, on va essayer de raconter un petit peu ça rapidement, parce que c'est pas évident, il y a tellement de choses à raconter qu'on ne pourra pas le faire sur le canapé. C'est ton parcours, à travers quelques-unes de ces images et beaucoup d'autres. Tu as commencé par Multisim. Oui, j'ai commencé en écrivant des scénarios de jeux de rôle pour Multisim en 98. Et puis, un peu de ce que racontait Gaël, c'est-à-dire que moi j'ai fait des études scientifiques, et puis à un moment donné, et je me suis retrouvé avec 10 mois de libre parce que l'armée m'a renvoyé chez moi. Ouais. Et moi j'avais toujours voulu faire des jeux, être dans le jeu de rôle, avoir un jour un magazine, enfin voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, et j'avais l'impression que c'était pas possible, et puis là d'un seul coup on me dit t'as 10 mois que tu pensais être occupé à quelque chose et tu n'as rien à faire. Donc j'ai fait ça pendant 10 mois, et puis au bout de 10 mois j'étais parti pour arrêter, parce que j'avais rencontré des gens brillants, beaucoup plus talentueux que moi, beaucoup plus efficaces, et je rends mon dernier projet, et on me dit non mais en fait on est bien d'accord, c'est le dernier, mais nous on a un truc à te proposer, c'est de devenir l'éditeur, parce que les auteurs, les illustrateurs, ils disent que dans le dialogue avec toi, les projets vont plus loin. Donc est-ce que ça te tente d'essayer? Et je dis, donc je ne suis jamais retourné dans mes études. Je suis devenu l'éditeur de création française de Multisim. Et puis quand Multisim a fermé pour tout un tas de raisons qui n'avaient rien à voir avec cette activité, je pensais retourner à mes études, et je pensais même plus retourner enseigner les maths. Et puis en fait, le téléphone a sonné le lendemain même. Et c'était le patron de Racam. Toujours pour du jeu de rôle? Non, du tout. Il me dit voilà, je suis président de Racam, vous voyez ce que c'est? J'ai dit oui, vous faites des figurines, c'est ça. Oui. On cherche quelqu'un pour. C'était directement sur le projet de un des jeux qui a beaucoup compté. Hein. Ah ouais, mais à l'époque, c'est encore plus fou que ça. C'est qu'il me dit il me faut quelqu'un pour organiser le studio et commencer à préparer les équipes pour inventer un autre projet. Et je lui ai dit, mais moi la figurine, j'y connais rien. Il m'a dit, c'est pour ça que je vous veux, parce que ici tout le monde s'y connaît tellement que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ouais. Et en fait, avec des points de vue très très divergents. Donc je suis allé faire ça, puis monter une équipe qui a fait l'adaptation en jeu de rôle Cadwallon, qui a fait le magazine Cry Havoc, qui a fait AT43 avec Paolo Parente à la direction artistique et Raphaël Guiton à la direction technique des figurines. Et puis là encore, Akam a eu toutes sortes de déboires avec une cotation sur Euronext qui n'a pas marché, et en fait une partie de l'équipe est devenue Guillotine Games, et puis moi je suis parti de faire autre chose, parce qu'à ce moment-là j'ai été appelé par Play Factory pour m'occuper de Donjon 4 et puis faire de la fabrication de jeux de société. Les premiers jeux de société dont je me suis occupé en production, c'était chez Play Factory. Donc là on passe dans le jeu de société. Alors, ouais. Jeu de rôle, jeu de figurines, tu as fait tous les postes d'une certaine manière, tous les champs du jeu moderne, on va dire ça comme ça. Et chez Play Factory, alors t'es pas resté très longtemps chez Play Factory? Non, je m'y suis pas plu du tout en fait. Donjon 4 c'était passionnant, enfin c'est un rêve de gosse quand on était rôliste depuis l'âge de 10 ans et puis qu'on te dit ça te dirait de piloter le développement français avec Arnaud Cudet de Donjons et Dragons en France, lui s'occuper du magazine dédié, moi de la coordination de la traduction avec Guillaume Gilnave. Mais non, je me suis pas entendu avec pas mal de gens dans l'équipe. Donc au terme de la période d'essai, je suis parti. Mais le peu de temps que j'y ai passé, ça m'a permis de dire qu'il fallait des cartes rondes pour Double. Et oui, voilà, on passe quelques mois, mais c'est ça qui est amusant, c'est plein de petites anecdotes. Ceux qui nous regardent ne connaissent pas forcément tous ces noms. On vous cite Guillaume Gilnave, c'est aujourd'hui qui est le propriétaire de Doré Games. Ouais. Donc c'est Igor Puluchin également. Oui, tout à fait. Des personnalités qui sont majeures, que vous ne connaissez pas forcément parce qu'ils sont cachés en général. Mais pour nous qui naviguons dans le monde du jeu, on les connaît tous, on les croise régulièrement. On a plaisir à citer leurs noms dans ce format-là en particulier. Et à travers tes aventures, il y a un double qui se place là, sur lequel tu as pu travailler un petit peu également. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand le projet Double arrive, déjà, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un modèle mathématique qui est là pour engendrer un système d'icônes pour gérer des duels dans un jeu de cartes à collectionner. Et là, on se dit, le truc est super, mais il est très compliqué. Et puis des jeux collectionnés, il y en a déjà plein. Et puis quelqu'un dans l'équipe a l'intuition que avec ce système-là, déjà, rien qu'à jouer aux devinettes et à retrouver les symboles 2 à 2, déjà, on va bien se marrer, quoi. Bah oui. Et puis, voilà, il doit reprendre la direction artistique, il choisit, il invente ce petit personnage, et puis on va jouer, on va inventer plein de façons de jouer avec ces symboles, et puis en suivant les contraintes de production de ces cartes rondes, au bout d'un moment, j'arrive et je leur dis, bon, je sais plus,
il reste 9, 10 ou 11 cartes, je sais plus. Donc il y aura que ce nombre de règles là. Donc on avait un gigantesque tableau avec plein de modes de jeu. Puis il a fallu piocher. Et puis c'est la dernière chose que j'ai faite. Et je suis parti. Et là, en fait, moi j'ai créé une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce que il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient pour filer des coups de main sur différents projets. Et à ce moment-là, j'ai commencé une activité libérale où on m'appelait pour résoudre des problèmes sur des productions de jeux. Et pas forcément d'ailleurs dans le domaine du divertissement, parce que j'ai travaillé aussi pour des agences de communication, sur des projets de médiation culturelle, de recrutement, de team building entreprise. Donc dans les logos qu'on voit pas là, il y a L'Oréal, Danone. Ah oui, non, mais j'ai pas pensé à les mettre, zut. J'aurais dû. Non, mais pour dire que le jeu c'est aussi un environnement qui est beaucoup, qui est divers, et l'intérêt de ces entreprises pour des dispositifs ludiques, elles attestaient en 2008-2009 qu'il se passait quelque chose en fait, que le jeu allait se développer dans notre société beaucoup plus largement que ce que même les acteurs du jeu, je pense, imaginaient. Et c'est dans ce cadre-là en fait que Cédric Littardi m'a appelé pour travailler sur Drakeris et que j'ai fait la connaissance de Gaël. Et puis après, comme j'allais dire comme client, maintenant c'est même exagéré. Enfin, je connaissais les gens de Brajlon depuis des années, on se voyait une fois par an, mais et puis là ils m'ont dit tiens, s'il fallait qu'on héberge du jeu, si on veut faire un studio, si on veut faire une maison d'édition, il faut quel métier, tu ferais comment et puis s'il y avait un pôle illustré, donc on a assez bien parlé de ça. Et puis quand on avait fini de documenter tout ça pour eux, ils m'ont proposé le poste et j'étais sidéré parce qu'en fait moi, tu vois, ma mission chez Brajlon était terminée, je pensais et j'avais même d'autres engagements ailleurs, donc il a fallu organiser le fait que je rejoigne Brajlon, c'était il y a 5 ans. Du coup je regrette pas, c'est une belle aventure, puis il y en aura d'autres. Et donc en parallèle de ça, j'ai travaillé au début pour les 12 singes à travers ma société, et puis au bout d'un moment, je leur ai proposé de réaliser une augmentation de capital et puis de m'investir davantage. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait, que je continue à faire, et puis d'autres nous ont rejoints. Et aujourd'hui, je dis pas de bêtises, les 12 singes ont fêté bientôt leurs 15 ans. C'est plus de 300 ouvrages au catalogue de jeux de rôle. C'est d'abord un éditeur de jeux de rôle, on va le dire, parce que en fait, les joueurs de jeux de société connaissent parfois les 12 singes pour quelques jeux de société qui ont existé. C'est d'abord et avant tout un éditeur de jeux de rôle. J'en ai un dans ma poche, je vais le sortir quand même, parce que je l'ai pris, je me suis dit, tiens, on a ça, on a une relique. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait... Quand on est un peu collectionneur, hop, regardez, j'ai un petit jeu de société que je me suis dit, si je le sors pas là maintenant, c'est la première édition d'Anabi. Ben oui, parce que nous, on n'est pas passé à côté de ce jeu, je t'en parlais. Quand j'étais dans le jury de l'Asdor notamment, on a vu arriver ce jeu, et on a trouvé ça absolument formidable, avec tout le jury à l'époque, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de merveilleux dedans. Il n'a pas été sélectionné cette année-là dans l'Asdor, pour des raisons qui sont des raisons un peu évidentes, on va dire, regardez la boîte, mais c'est compliqué quand même en termes de distribution, en termes de... C'est pas tout à fait terminé, on va dire, par rapport à d'autres types de jeux. Ça n'en est pas moins excellent. Et les deux jeux sont bons d'ailleurs, parce qu'on ne connaît plus aujourd'hui que Anabi, mais Antoine Boza avait créé 2 jeux. Il y a un super jeu. 2 jeux très très réussis. Anabi a été repris par Cocktail Games. Pas repris en fait. Coédité, c'est une coédition. En fait, Mathieu Despnous est venu nous voir en nous disant voilà, je l'ai pas fait, je le regrette un peu. Qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir? Et nous, en fait, sur les quelques jeux de cartes qu'on a fait, ce que tu décris pour Anabi, c'est des commentaires qu'on a eu sur tous les jeux qu'on a fait, même un jeu comme Diams qui a très bien marché, ou comme Cartes sur glace qui s'est même exporté dans plusieurs pays. Enfin, on s'est heurté à cette même réaction. Donc on s'est dit, ce qui nous avait conduit à faire ces choix-là ne sont pas les bons, et il faut aussi savoir s'arrêter et se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et on a confié à Mathieu le développement international, et puis on s'est mis à coéditer le jeu. Et puis il en a, de par son action internationale, c'est-à-dire que contrairement à nous, parce que nous les 12 singes ça a toujours été un hobby, c'est quelque chose qu'on fait le soir et le week-end pour se marrer. Ah oui, on le voit, vous avez récupéré des boîtes, vous avez trouvé un format de boîte qui s'y prête bien. Mais c'est pas une édition classique, on va dire. Non, mais là-dessus, il y avait aussi une auto-réflexion. C'est-à-dire que quand on a étudié, parce qu'à cette époque-là, j'étais chez Play Factory, donc on préparait le jeu de société chez les 12 singes, et ce qui était frappant, c'est que pour des tirages raisonnables pour le marché francophone, le prix du packaging en carton, c'était un tiers des dépenses. Ah oui. Ouais. Et nous, on avait envie de faire des jeux de cartes, parce que de par qui sont les singes, c'était plutôt ça qui nous branchait, en fait.
Et en discutant avec Trèfle à l'époque, ils nous disent, bah nous on a des packaging comme ça, et où en fait le prix est modique. Et on s'est dit, mais nous on démarre, personne nous attend. Ce qui nous amuse, c'est les jeux de cartes, c'est un coup d'essai. Euh, il faut qu'on soit à un prix modique et qu'on prenne le moins de risques possible. Et donc on a sorti une douzaine de jeux sous ce format-là. Il y en a évidemment qui n'ont pas du tout marché, il y en a qui ont très très bien marché, comme celui-ci. Et donc pour nous, à ce moment-là, on se dit, il n'y a pas de frein en fait, tu vois, c'est pas vrai. Et effectivement, les professionnels nous disaient, oui, c'est pas satisfaisant, vous êtes en dessous. Il y avait les gens de chez Trick Track, quand tu es dans une association, quand on leur disait, non, non, on est une vraie société, et puis tu vois, bien gérée, parce que on avait des critères de COFAS, assurance des entreprises, qui étaient au plus haut degré, alors que dans le monde du jeu, personne n'avait ce niveau de notation. Oui. Tu vois, on se dit, mais les mecs, ils nous prennent pour des rigolos, mais quand on met les comptes sur la table, tu vois, enfin, les entreprises très sérieuses d'assurance professionnelle, on est de loin les plus sérieux presque du business, quoi, avec les distributeurs. Mais il y avait cette critique-là. Mais tu vois, ça n'a pas empêché de se vendre à des milliers d'exemplaires à ce format-là, à une époque où le jeu faisait pas non plus, enfin, où les jeux ne faisaient pas ces chiffres-là non plus. Hein. Donc, Enfin, nous, on n'est pas passé à côté. Je la garde précieusement, cette boîte, parce que maintenant, elle vaut une fortune. Si vous voulez me la racheter, n'hésitez pas à m'envoyer Les un enchères mail. commencent. Je ne sais pas s'il y a peu de jeux qui prennent de la valeur, à part quelques grands ancêtres. ouais, voilà, nous, la logique, c'était de se dire, on lance 12 jeux qui nous ont plu, on s'est amusé avec, et on pense qu'un jeu de cartes, c'est 8 €. Oui. Donc, comment on fait quand on démarre, que personne ne nous attend, alors que le packaging pèse un tiers, et que ça nous paraît complètement fou, en fait. Et honnêtement, en termes de ligne des business, ça a été une très très belle opération, ce catalogue de jeux de cartes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces jeux de cartes, ils sont toujours disponibles chez Novalis Games. Et certains ont encore des écoulements, et le bouche à oreille fait le travail. Hein. Donc, bon, je comprends la critique qui nous a été faite. Elle me paraît fondée au vu des évolutions du marché. Oui. Mais est-ce que c'était une mauvaise idée entrepreneuriale? Je crois pas. Bah, c'est pas une critique, en fait, c'est une remarque, simplement. Ouais. C'est qu'effectivement, pour une grande distribution, là, je parlais de l'Asdor. Pour l'Asdor, Oui. en termes ouais. de distribution, c'était pas possible. La sélection était mais compliquée, on va dire. Alors après, ça aurait changé peut-être la distribution. Mais je te rassure, nous à l'époque on n'imagine même pas qu'on va être considéré par le jury de l'Asdor, comme on n'imagine pas une seule seconde qu'on va gagner le Spiel en fait. Parce que voilà, c'est la fin de C'est- l'histoire. Le jeu a gagné le Spiel, c'est-à-dire le plus grand prix mondial, une fois qu'il a été coédité par Cocktail Game, donc dans un réseau plus Ouais. classique, on va dire. Et pour te La dire, qualité intrinsèque du jeu fait que le fait qu'il n'ait pas été sélectionné à l'Asdor, au final, dans le palmarès, c'est une anomalie. Mais pour te dire, hein, quand on est nommé, avec Mathieu Despnous, la question c'est bon, on y va ou pas? Ah ouais, Et est-ce qu'il va se il n'a pas dégager? dû réfléchir très longtemps, Mathieu, comme Non, le mais connaissant. détrompe-toi, en fait, on réfléchit vraiment parce que aller à Berlin, se déplacer, etc., bah, tu vois, c'est aussi un coût. Et puis en face de nous, il y a des gens qui sont très très forts en fait. Donc, et ce qui l'emporte, c'est de se dire, bah, non, il y a une courtoisie élémentaire quand tu as un tel jury qui te nomme, déjà en soi, c'est une distinction. Et en fait, nous, on va se dire, bah tiens, on va aller passer un week-end à Berlin, ça va être sympa. Et on a planifié les visites, tu vois. Et pour te dire, l'anecdote qui me reste, c'est au moment où il lève le rideau sur le Spiel, avec Antoine, Mathieu et Monsieur Fall, on est au premier rang, on a le plan de Berlin qui est déroulé et on est en train de discuter de ce qu'on va faire tout à l'heure parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut visiter. Et là, on entend quelqu'un qui dit Anabi, vous avez gagné. Et là, on lève la tête, et, tu vois, enfin, non, c'était jusqu'au dernier instant, on l'imagine pas. En fait. Et puis quel succès dans les ventes puis encore aussi. aujourd'hui, hein. Par la suite, c'est Mm. aussi, parce que ça marchait déjà bien, mais ça a explosé complètement. Et Anabi continue, tu me dis, à se vendre Ah bah oui, c'est très très bien. Ouais, très très bien. Ça reste un très grand succès. On a beaucoup parlé de Brajlon, hein. Mais c'est le principe de ce canapé. On fait quelques petits détours sur des voies qui nous plaisent bien, puisque ça nous permet de parler aussi de ce qui nous passionne dans le jeu de société. Tiens, j'avais préparé une image d'Anabi, je vous la mets 30 Oui. secondes. Ça y est, c'est fini, on va changer. Hop. On se laisse porter par la passion. Ah. Parlons un peu de Brajlon quand même pour l'arène. C'est un jeu qui compte beaucoup. Il y en a plein hein, dont on peut parler. On va parler des autres jeux également. Mais celui-ci a une composante narrative. J'étais très content parce que finalement on a tourné une petite vidéo sur l'un des jeux de cette gamme, sur le Casse de Trop. C'était pas prévu initialement, mais moi elle me parle beaucoup cette gamme. Parce qu'elle nous permet de broder, de partir à l'aventure et de ne pas savoir où l'on va, de se raconter des histoires. Surprise, enfin moi je dis surprise, peut-être que vous vous y attendiez, mais c'est un gros succès. Ça fonctionne très très bien, alors que finalement dans ce type de jeu narratif qui laisse les joueurs libres, jusqu'à présent il y avait peu de succès. Oui, bah, je sais pas, enfin, moi j'y croyais, et en même temps aujourd'hui ça a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer.
parce que premier tirage, voilà, ça s'est écoulé en 2 semaines, un peu plus peut-être. En fait, depuis une quinzaine d'années, sur la scène du jeu de rôle dite indépendant, c'est-à-dire fait par des créateurs qui ne sont pas salariés par les maisons de production, il y a cette idée qu'on va se débarrasser de l'animateur et que la fiction va se coécrire de manière collégiale, et parce que on sera plus malin si on est tous sur le scénario. Un peu comme un groupe d'écriture piloté par un showrunner en fait. Et je pense que la culture du drama, de la série télé comme on dit chez nous, elle n'y a pas beaucoup participé. Moi j'avais déjà publié avec les singes, c'est pas moi d'ailleurs, c'est mes associés qui l'avaient publié, moi je suis arrivé au moment où ça sortait, une édition française de Panthéon, de Robin Delos. Chez Edge il y a eu Fiasco. Oui. Et en fait, Alex Roberts, qui est l'autrice de For the Queen, l'idée de génie qu'elle a, c'est de dire on fait des livres depuis des années pour faire ces jeux-là parce qu'on vient du jeu de rôle et que le jeu de rôle c'est un livre. Mais en fait, si on se débarrasse de l'ouvrage livre et qu'on pioche des cartes, ça va marcher tout seul. Et elle a l'idée qui change tout. Et puis après, elle va mener un travail d'écriture vraiment intéressant pour trouver une liste de questions qui permet de porter une histoire qui est il y a une guerre dans un royaume, vous partez, vous accompagnez votre reine négocier un accord de paix qui devrait mettre fin à cette guerre, enfin bref, une décision qui va tout changer. Et en fait, elle vous a choisi, vous, pour l'accompagner parce qu'elle sait une chose que vous-même vous ignoriez les uns sur les autres dans votre relation avec elle, c'est elle sait que vous l'aimez. Mais sans présumer en fait de la nature de cette affection. C'est-à-dire, peut-être on est un membre de sa famille, peut-être on est un amoureux transi, peut-être on est un amant caché, peut-être on est son mari, peut-être on est aussi tout simplement un meilleur ami. Et puis, question après question, on va un peu malgré nous développer notre alter ego, notre personnage, le contexte de ce royaume, l'identité de cette reine, et puis on va découvrir que ce personnage pour qui on a de l'affection est plus complexe que ça, parce que toutes les réponses qu'on apporte donnent de bonnes raisons de la détester en fait. Alors pas forcément nous, mais les autres. Et au moment où on pioche l'ultime carte qui est la reine est attaquée, la défendez-vous, on voit bien que la réponse n'est pas si évidente en fait. Et puis ce jeu va susciter des hacks, comme c'est le cas dans beaucoup de jeux de rôle indépendants, donc des versions twistées en changeant le thème, en changeant les questions. Et il va y avoir une très forte communauté qui va se développer. Et puis, notamment sur le site Force the Drama. Et puis pendant le confinement, et puis pendant les soirées où on est restreint chez soi parce qu'on ne peut plus sortir, moi je vais me mettre à beaucoup jouer à tout ça. Parce qu'en fait, l'autrice Alex Roberts, elle a fait le premier jeu, mais elle n'est pas à l'origine des suivants. Non, du tout. Elle n'est pas à l'origine des suivants et elle revendique pas de paternité sur le dispositif qu'elle a inventé. Ouais. Et donc elle incite des créateurs à s'en emparer et à twister un peu le dispositif, à ajouter des règles, à changer même la logique des questions ou de l'organisation du tour de jeu pour traduire en jeu narratif le thème. Et donc, j'ai découvert que sur cette plateforme, il y avait une nouvelle génération d'auteurs qui avaient des tas d'idées. Et à chaque fois que j'en essayais un, je tombais à la renverse en me disant mais c'est incroyable. Donc je les ai contactés, on a parlé avec quelques-uns, et puis on a parlé de faire pour la reine chez Brajlon. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une prise de conscience de ma part. C'est-à-dire qu'on faisait des jeux assez différents, un peu parce que voilà, moi je veux des jeux à interaction plus ou moins fortes. C'était des rencontres avec des auteurs, parce que nous on ne se considère pas comme un studio au service de la distribution, mais comme une vraie maison d'édition. Donc on a vocation à publier les auteurs et à faire grandir leur imaginaire, leurs univers. Et on me dit, ah bah voilà, là on comprend, pour la reine, c'est du Brajlon. Et je me dis, ok, donc on est vraiment attendu plutôt sur la fiction. Et je pense qu'entre la confiance que Gigamic a construit sur des projets de jeux familiaux très grand public et le fait que Pour la reine était porté par Brajlon, eh bien l'accueil a été formidable. Nous au départ avec Gigamic on a été extrêmement prudents. On a tiré 3000 boîtes si ma mémoire est bonne. Oui. Ouais. C'est pas un très très gros tirage. Et 15 jours après, ou 18 jours après, il n'y en avait plus quoi.
T'en retires 5000 et puis hop, ça repart aussitôt. Et... C'est un jeu après, quand Sébastien nous l'a présenté dans l'équipe en disant voilà, faut que je vous montre un jeu, etc. Lui se posait la question de effectivement le dispositif narratif, comment les gens vont le percevoir, parce qu'il y a, Est-ce que c'est un jeu déjà, tu vois, moi, est-ce que c'est un jeu, voilà, t'as pas de gagnant, t'as pas de perdant, tu construis ensemble une histoire, etc. Est-ce que ça va être bien compris, enfin, il se posait toutes ces questions et tout, et puis il faut dire qu'on l'a essayé, en fait, je pense que un peu toute l'équipe, on est un peu... la reine, elle nous a choisis parce qu'elle sait qu'on l'aimait, effectivement, parce qu'on est un peu tous tombés amoureux vraiment de ce jeu, et on s'est dit, ah non, mais ça c'est un titre, faut qu'on le fasse, quoi. Et même si effectivement on était prudent parce qu'il y avait beaucoup de petits drapeaux qui se levaient pour dire attention, narratif, attention, il n'y a pas de gagnant, etc., on en était conscient, mais on avait quand même l'envie en fait d'aller plus loin, et c'est pour ça que quand Pour la Reine il sort, il est déjà brandé For the Story, donc il y a déjà une idée de collection quand même. Bon, oui. Après tu vas me dire, oui, si ça n'avait pas marché, il y en aurait eu un comme ça, et puis tout le monde aurait oublié que... Oui, mais si ça n'avait pas marché, il y en aurait eu un comme ça, et puis tout le monde aurait oublié. Ben voilà, exactement. Je dis ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Non, mais voilà, mais on avait cette envie. Des boîtes qui montaient ça, en fait. Ouais. Oui, bien sûr. Mais alors cet effet collection, moi, il me fait particulièrement plaisir, parce que pour la Reine, finalement, en tournant... Alors, je suis pas en train de démonter le jeu, c'est pas du tout la question, mais on va tourner en rond au bout d'un moment. Si on fait toujours la même histoire, on a vraiment envie de jouer à d'autres histoires, à partir dans d'autres univers. Et là, j'ai l'impression que le jeu prend tout son sens. Le fait d'avoir la collection avec les 5 et de pouvoir partir dans une direction différente, c'est un plaisir. Et moi, je suis curieux de savoir quel sera le 6e, s'il y en a déjà un qui est en cours de préparation. Mais tout à fait. Mais en fait, c'est l'idée d'une collection, et c'est pour ça aussi qu'on voulait... c'est une collection qu'on voulait aussi à un prix très raisonnable, puisque aujourd'hui les boîtes sont à 16 €, ce qui permet quand même de découvrir, si vous êtes curieux, de découvrir quand même facilement, alors même si je sais que c'est pas facile pour tout le monde non plus de débourser 15 € par-ci et 20 € par-là, etc. Mais à 16 € on se dit, bon, ça permet quand même aux gens qui sont suffisamment curieux de se laisser quand même l'opportunité d'essayer, et à ceux qui ont aimé aussi la mécanique et cette aventure narrative, de se dire, attends, j'ai envie de changer d'univers, donc je peux m'en acheter un autre. Et moi, ce que j'aime, c'est les cultistes, donc je vais tenter Rituel, mais j'aime bien aussi les histoires de cases, donc je vais prendre le casse de trop, etc. Et derrière ça, Sébastien, en fait, dans cette idée de collection aussi, lui, il a été vigilant avec les auteurs, et dont surtout Nicolas Levif, qui est l'auteur de 3 des jeux qu'on voit ici, de... en plus présenter des univers différents, mais aussi présenter à chaque fois une petite mécanique différente en plus à chaque fois. C'est-à-dire que pour la Reine, c'est le premier, c'est le plus grand public, puisque les reines, en fait, tout se base déjà sur le visuel, donc sur l'impression que quand vous tirez une reine, c'est très intelligemment fait, en fait. L'image, elle va vous emmener direct dans un pays, ça va faire fonctionner l'imaginaire tout de suite, on se projette, etc. Mais les joueurs vont créer par exemple leur personnage au fil de l'eau. Donc c'est une mécanique qui permet beaucoup de rejouabilité, qui permet beaucoup de choses justement, parce qu'elle n'a pas de limite. Et en même temps, certains joueurs, en fait, eux, sont plutôt demandeurs de prenez-moi plus par la main, s'il vous plaît, etc. Donc là, sur certains jeux, typiquement Donjons et Siphons, là, va arriver en fait des archétypes de personnages de donjons dans lesquels les joueurs vont pouvoir se reconnaître et donc s'accrocher un peu plus pour commencer l'histoire. Dans Rituel, ça va plutôt être en fait carrément un moteur en fait de création d'histoire qui est super intéressante, parce qu'en fait on va jouer des sociétés secrètes, enfin une société secrète, on est tous partis de la même, qui ont un but en fait, et ce but ça va être d'accomplir un rituel, et en fait la boîte elle va proposer 8 contextes différents, c'est des contextes historiques. Donc ça va être par exemple, tu peux jouer au Moyen-Âge, tu peux jouer sur une station spatiale sur Ganymède, tu peux jouer dans une communauté hippie, etc. Et des rituels à accomplir, tu vois. Et en fait, ces rituels, ça va être, si on arrive à faire le rituel, tu vois, dans notre société secrète, on va gagner soit la vie éternelle, soit on va anéantir l'humanité, soit que des choses évidemment très, très joyeuses, puisqu'enfin bon, on est des cultistes quand même. Et en fait, en alliant en fait simplement, quand les joueurs vont choisir en fait soit au hasard, soit de manière volontaire, un contexte et un rituel, et ben en fait très vite ça va te donner en fait
pitch. un kick en fait. Non mais tu vois, un truc de départ en fait pour créer une histoire que l'imaginaire, collectif en fait, va reconnaître assez facilement. Alors après, rien t'empêche d'aller plus loin. Mais tu vois, typiquement, on a un rituel en fait où c'est tous les membres du culte, tu vois, on doit tous veiller sur un œuf mystérieux, tu vois, qu'on a acquis, tu vois, à très grand prix et tout. Qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Qu'est-ce qu'il représente? On ne sait pas. Mais si tu décides de jouer ce rituel-là et que, en termes de contexte, tu vas prendre, je sais pas moi, l'Europe médiévale, bah souvent les joueurs ils sont là, ouais, c'est un œuf de dragon, tu vois. Bah oui, forcément, ça va changer Ouais, l'histoire. tout à fait. Par contre, si tu prends le contexte, on va jouer sur Ganymède, tu vois, dans une station spatiale, tu fais, qu'est-ce qu'il y a dans ce stuff là? Bah tu fais ça alien, tu vois. Et si tu joues dans la communauté hippie, tu vois, tu fais, c'est les hippies avec leur œuf là, bon bref, les mecs est-ce qu'il y a vraiment un œuf? Ouais, ils sont jamais, est-ce qu'il y a vraiment un œuf, tu vois. Donc, tu vois, et en fait, juste cette petite mécanique là, dès le départ, tu vois, l'imaginaire, il va rentrer, et les gens vont rentrer très facilement dans l'histoire. Donc à chaque fois, voilà, il y a une nouveauté dans chaque jeu. Dans Donjons et Siphons, donc il y a les archétypes, mais il y a aussi le côté en fait. De créer des binômes, des ouais, anecdotes. il y a des binômes parce qu'en fait, comme voilà, on fait partie d'une équipe d'entretien d'un donjon, etc. Donc souvent, en fait, quand on travaille en équipe et souvent avec nous il y a un collègue. Et donc là, dans l'idée de Donjons et Siphons, ce que voulaient en fait Nicolas et Sébastien là-dessus, c'était on avait vu que Pour l'arène, en fait, les règles, elles te permettent tout. Et il y a une règle qui est très importante, c'est quand quelqu'un répond à une question, une fois que tu lui as laissé répondre à sa question, qu'il a raconté son histoire, les gens peuvent interagir avec la personne qui a répondu. C'est-à-dire, tu peux, toi, dire, moi, mon personnage, tiens, lui, il a dit ça, mais moi, ça tombe bien, effectivement, j'ai été témoin de cette scène, etc. Et tu peux continuer là-dessus. Et on a vu qu'en fait, même si c'était indiqué dans les règles, les gens, ils avaient un peu des fois du mal à s'emparer de cette règle-là quand ils étaient débutants, tu vois. Et en fait, dans Donjons et Siphons, c'est là où on pousse l'interaction entre joueurs, puisque là, il y a quand tu tires une carte question, la première en fait, partie de la question s'adresse en fait à la personne qui a tiré la carte, et après, il doit prendre à partie, dans une seconde partie de la question, un des joueurs autour de la table en disant voilà, moi, tu vois, je veux dire, quand j'ai nettoyé, tu vois, les canalisations, j'ai trouvé un petit dragon qui était coincé dans la canalisation, je l'ai sorti, et ça s'est très mal passé avec Sébastien, parce que qu'est-ce que t'as fait, Sébastien? Et puis voilà, donc, et ça encore toi, Sébastien, oui, je ne peux pas t'empêcher. Donc voilà, c'était vraiment le côté interaction, et donc voilà, chaque jeu en fait va développer un nouveau mécanisme, alors, qui est très léger, puisqu'il faut quand même que les gens se retrouvent. Puis du coup, tu vois, les gens qui aiment ça, en fait, ils savent qu'à chaque fois, dans la boîte, ils vont trouver un twist de la mécanique, mais elle n'est pas révélée, en fait, au dos de la boîte. Tu sais que tu vas trouver des cartes illustrées, on te dit de quelle nature elles sont, des questions, on te montre un exemple, t'as le pitch, mais le petit twist de gameplay, tu le connais pas. Tu vas le découvrir en expérimentant le jeu. Et puis après, on a, pour l'aspect de collection, il y a l'idée aussi de faire en sorte que dans chaque boîte, on trouve une carte qui sert à un autre jeu, parce que c'est aussi le moyen de faire vivre cette collection. Oui, c'est une petite publicité, mais utile. Mais qui est plutôt un goodies en fait, qu'on ne peut pas perdre. Quoi. Ouais. Et puis Audimat cet été, ça sera des candidats de télé-réalité, donc on va choisir sur quel type de lieu de tournage on est. Est-ce qu'on est sur une île déserte, est-ce qu'on est dans une villa, est-ce qu'on est dans une station orbitale, et puis face caméra, la voix nous interroge et on raconte des anecdotes qui se déroulent dans notre petite communauté en huis clos, et puis au fur et à mesure, les candidats sont éliminés, mais les joueurs participent à tout jusqu'au bout. Donc ça va créer des petites rivalités mesquines qui fait qu'il va y avoir un petit peu de sel dans ces échanges. Puis ensuite, tant que la collection fonctionne, il y en aura d'autres, parce qu'aujourd'hui, nous en catalogue, on en a déjà 3 ou 4 autres qui sont prévus. Qui sortiront peut-être. Et surtout, au fur et à mesure qu'on travaille la collection, on s'est rendu compte que ce dispositif, en fait, il a des atouts qui vont permettre de faire des jeux plus élaborés encore, tout en restant narratif. Donc là, par exemple, on a un projet qui sera peut-être en publication en toute fin d'année ou en début d'année prochaine, où on va proposer aux gens de créer une intrigue policière, de la découverte de la victime sur le lieu du crime, jusqu'à la décision finale du jury au tribunal. Et au terme de cette création collaborative d'histoire criminelle, les joueurs vont découvrir si, alors qu'ils étaient les enquêteurs, ils ont fait accuser un innocent, ou au contraire, libérer un coupable. Ah oui, avec des enjeux qui vont être, être importants pour les joueurs, c'est ça. en termes d'émotion. En termes d'émotion. Et tout ça,
dans un temps d'une quarantaine de minutes. Ah oui. Parce que, à force de travailler ce dispositif, on a identifié qu'est-ce qu'étaient les latences, qu'est-ce qui était au contraire les accélérateurs dans la façon de poser les questions, dans la façon d'articuler les règles dès le départ. Et donc dans ce jeu, tu crées la scène de crime en un tour de table, tu crées l'enquête en 2 tours de table, avec des interactions entre tous les joueurs, et tu résous la décision de la justice en un tour de table. Donc tu vas faire 4, peut-être 5 tours de table, et tu vas avoir à la fois créé une situation policière, mener une enquête, vécu un procès, et avoir la sensation de découvrir si oui ou non t'as pris la bonne décision, sachant qu'on a une mécanique avec un gameplay émergent qui fait que tu vas même pouvoir t'amuser à twister le résultat par une petite mécanique. Donc t'auras des gens qui vont s'amuser à faire condamner la bonne personne ou pas, parce que t'as une mécanique qui influence en fait la décision. Bah dis donc, et ça sort quand ça ? Et ben on espère en toute fin d'année, mais là maintenant avec les problèmes de production et de transport, on s'avance pas. Le projet a déjà pas mal tourné en convention sous un titre qui était Wooden It, et puis on s'est aperçu que par rapport à l'émotion du jeu, c'était pas forcément le meilleur titre. Donc là on travaille à d'autres idées, mais je donne quand même ce nom qui ne sera pas le nom final, parce que des gens ont pu y jouer au Off de Cannes ou dans des conventions depuis 1 an, donc faut qu'ils sachent que si ça leur a plu, ça arrive. Non, parce qu'au final, c'est quand même une très belle gamme, parce que tu vois que de plus en plus, tu as des jeux narratifs qui commencent à arriver sur le marché. Ah oui. On le voit de plus en plus, même nous en tant qu'auteur, ça commence à être pas une mode, mais c'est. En fait, il y a une démocratisation du jeu de rôle avec le confinement qui est arrivé, et si tu veux, les gens ont de moins en moins peur d'aller vers ce terrain-là. Et pour l'arène, et d'autant plus For the Story, a réussi vraiment à démocratiser ça et à faire en sorte que les gens ont moins peur à aller vers du jeu narratif. On le voit, moi c'est pas du tout mon type de jeu. Je découvre Donjons et Siphons quand on est au flip de Parthenay avec Sébastien. Je passe un super moment. Et je trouve justement que ce twist mécanique en fait d'interaction avec les autres est vraiment à l'image de Brajlon Games, qui est vraiment bon. On va faire l'interaction autour de la table parce que c'est un jeu de société. Mais c'est une collection qui est folle d'accessibilité en fait. Parce que voilà, t'as des thèmes différents, tu commences à découvrir Donjons et Siphons. Bon, Rituel, ça ira peut-être à des gens qui vont aller un peu plus loin, mais avec les 2 nouveaux titres qui vont arriver aussi, on arrive à toucher énormément de monde et où les gens vont découvrir que le jeu narratif, ça peut vraiment être un jeu, puis tu peux passer des bons moments sur un canapé, n'importe où, sans avoir besoin d'énormément de matos, quoi. Et là, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'il faut quand même dire une chose aussi, c'est si Pour l'Arène a eu ce succès-là aussi, c'est grâce aussi un peu à une rencontre qui n'est pas liée au hasard pour le coup, mais en fait, au moment en fait où les boutiques, les professionnels, etc. nous disent « Ah ouais, mais le narratif, c'est compliqué. » Je te dis ça, c'était il y a 2 ans, hein, c'est compliqué, etc. Nous, on participe, donc on présente notre catalogue au GBL, comme tous les éditeurs, oui. Enfin, les distributeurs, les au éditeurs. Groupement des boutiques ludiques. Exactement. Et lors de cette présentation-là, on a un temps très très limité, et pour l'Arène, on n'avait pas encore la date exacte, donc Il arrive en fin de présentation si on avait le temps, quoi. Ouais, il arrivait en fin de présentation si on avait le temps, sinon on se disait, de toute manière, il y a une forte chance qu'il glisse sur l'année prochaine, donc on va d'abord présenter, parce que t'es timé, là, les jeux que, voilà, qui vont arriver là tout de suite, etc. Et donc pour l'Arène, je l'avais laissé dans le fond sur la table, etc. Et évidemment, c'est passé ce qui malheureusement devait se passer, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps nécessaire, etc. Et au moment où ma présentation me dit non, c'est bon, t'as plus le temps, etc., c'est terminé, je fais bon, tant pis, voilà, pour l'Arène, ça sera, enfin dans ma tête, je me dis pour l'Arène, ça sera pour la prochaine fois. Et là, il y avait Vianney du Temple du Jeu, hein, voilà, qui faisait partie du jury à ce moment-là, qui fait non, fait, pour l'Arène, pourquoi tu nous en parles pas? Je fais parce que j'ai plus le temps, et donc tu es là, attends, elle a plus le temps et tout, et puis il fait non, mais il faut qu'il y ait le temps, etc. Parce qu'il fait ce jeu, je le connais, enfin je connais For the Queen, je suis un joueur de ce jeu-là, et ce jeu est incroyable, il faut que tu nous le présentes. Donc c'est cool parce que ça m'a permis de gratter des minutes en plus. Ah oui, et puis en plus avec une introduction qui est plutôt sympathique. Mais exactement, et en fait, il a, enfin tu vois, je dirais, c'est vraiment sa motivation sur ce jeu-là, et tu vois, quand il a vu, et qu'il a vu que c'était For the Queen, et ça, enfin tu vois, ça s'est transmis en fait à toute l'assemblée, et du coup, le groupement des boutiques ludiques nous a suivis en fait sur ce jeu, et c'est grâce à Vianney, grâce au groupement en fait, que le jeu a pu
avoir ce succès à la sortie. Parce que et sans ce, on va dire, voilà, tu vois, sans cette rencontre-là, bah, je pense qu'on aurait sorti sûrement Oui, pas mal de rames, tu vois. L'histoire aurait été différente. Enfin, elle aurait été différente, voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a suscité un enthousiasme communicatif et qui a fédéré une communauté. Et quand tu vas sur les réseaux Discord, la fabrique de l'imaginaire, ou c'est pas des choses c'est pas du jeu de rôle, ou la plateforme Force the Drama, tu découvres des gens, mais par centaines, qui tous les soirs se racontent des histoires grâce à ce dispositif, et qui ont une créativité qui est incroyable. C'est parce vraiment, que c'est accessible aussi. Oui, mais ça, en fait, il y a un vrai tour de force. Je crois que la vraie idée forte d'Alex, c'est de dire, tu lis la question, déjà tu peux dire, tiens, bah, finalement, tu vois, c'est toi qui vas répondre. Et puis même quand tu réponds, on fait un tour de table et chacun y va de sa question, de son commentaire, de sa suggestion, et on en discute. Et en fait, on n'attend pas de toi que tu aies la super idée. On attend de toi que tu t'appropries la question et que tu inities la conversation et que collégialement, ça se développe. Et puis bah, si t'es très à l'aise, t'en fais des caisses. Et puis si t'es plus réservé, bah, c'est pas grave. Oui, C'est ça. T'es pas- pas obligé. c'est pas un T'as des souci. questions minimum, mais t'es pas. Et puis l'autre force aussi de ce jeu qu'on n'a pas évoqué, c'est que en fait, t'arrives en cours de partie, tu t'installes. Tu vois, dans l'histoire, on peut rencontrer quelqu'un à tout moment. Quoi. Ah oui, c'est très libre. Moi, j'ai vécu des parties, en fait, à titre personnel, et pas sur salon, en fait, où bah, t'as quelqu'un, en fait, dans l'assemblée qui fait ah ouais, non, mais effectivement, moi, j'ai pas envie d'y jouer parce que ça ressemble un peu à de l'impro et je me sens pas à l'aise, tu vois. Ouais. Je fais ok. Et bah, pareil, bah, tu vois, au bout de trois tours, tu vois. Oui, alors je peux quand même tirer une carte parce que bah ouais, bah, vas-y, parce qu'en fait, bah il y a aussi des gens des fois qui ont besoin de voir un peu Oui, comment ça se passe. C'est malgré tout de l'impro, hein, de toute façon. On va pas dire le Voilà, contraire non plus. exactement. Il y a effectivement cette partie d'impro. Après, t'es aussi pris par la main et puis des fois, tu sais pas trop quoi dire. Des fois, tu peux aussi répondre par oui, non. Enfin, des petits trucs comme ça des peut cartes faire à partie de ton voisin, personnage, hein, tu vois. Voilà, ça permet beaucoup de choses et puis. Non, Et puis il faut se lancer, tu vois. Pour revenir sur l'accessibilité, en festival, on a énormément d'enfants qui jouent. C'est vrai. On a un phénomène qui est assez incroyable, si tu veux, c'est que des fois les adultes qui sont un peu restreints à l'improvisation, etc. Un enfant, de par sa naïveté ou justement le fait de se retrouver autour d'une table et vraiment de profiter, on a vécu, nous, des parties d'enfants en festival de Donjons et Siphons et pour la Reine qui étaient mémorables et puis très 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 longues, parce qu'en fait les enfants ils voient pas le temps passer à partir du moment où ils arrivent à s'imaginer vraiment un univers, ils voient pas le temps passer. Et t'es étonné de ce qui se passe autour de la table. Ils en demandent. Enfin, ah ouais, non mais. J'ai des parents qui te disaient non, mais arrêtez de reprenez leur la boîte, ça peut plus nous porter ça. Mais sur les pré-ados et les ados qui ont tendance à moins jouer que quand t'es enfant et après adulte, bah c'est pareil parce que nous des fois on a des retours sur des gens qui nous disent la partie ça s'est terminé avec la reine, elle avait un Sharingan et puis son trône c'était des canettes de Monster, c'était un trône fait donc canettes de Monster. Bah, tu vois des fois tu fais waouh vous êtes partis mais sur une autre planète et c'est ça qui est génial. Hein. Bah, c'est la beauté de la série. Ouais. Bon, on a parlé que d'un jeu là quasiment, il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est le risque. Hein. C'est le risque quand on se lance à parler avec passion de quelque chose qui nous intéresse un tout petit peu, forcément on prend un petit peu de temps. J'ai préparé des enveloppes, on a déjà fait ce jeu. Ça nous permet d'évoquer les autres jeux justement de Brajlon. J'adore cette séquence. Ah oui. Alors on se demande si on va la garder pour les prochains canapés. Super idée. On se pose la question parce qu'on tourne en rond dans nos animations et on cherche d'autres façons de faire, mais c'est un moyen d'évoquer aussi ce que vous avez fait à travers Brajlon, mais pas que Brajlon. J'ai mis quelques jeux à l'intérieur, je vais vous poser quelques questions et vous allez choisir à chaque fois un jeu pour chacune des questions qui sera posée à l'écran. Alors d'habitude, il y en a une qui est récurrente, c'est quel jeu mériterait l'As d'or. Je ne l'ai pas mis cette fois-ci exprès, parce que de toute évidence, le jeu qui mérite l'As d'or, et peut-être qu'un Habib aurait récolté pas mal de votes. Donc je ne l'ai pas mis. Je vous ai mis 3 autres questions. La traditionnelle question, le jeu sur lequel vous avez un regret. Alors ça peut être un regret parce que vous n'avez pas été aussi loin que vous auriez voulu. Ça peut être un regret sur le succès du jeu. C'est vraiment, vous prenez la question comme vous le souhaitez. Le jeu qui vous évoque un souvenir, une anecdote. À vous de trouver s'il y a un jeu dedans qui vous rappelle quelque chose que vous avez envie de partager avec nous. Et à quel jeu vous avez envie de jouer là tout de suite? Alors, quel est le jeu sur lequel vous avez un regret? Quel jeu avez-vous choisi? Alexandre, je te propose de commencer. Alors moi j'y suis plus en tant qu'auteur, attaché à vous depuis quelques temps. Oui, parce que je vois que tu es très investi quand même sur tous les jeux Brajlon. Tu as fait un jeu, mais là tu nous parles de Pour la Reine, tu nous parles des autres jeux également. Tu as un regard très aiguisé sur la production de Brajlon du coup. J'adore la gamme, puis moi si tu veux, quand tu as une maison d'édition qui est basée sur les interactions et basée sur l'auteur,
Ouais. C'est une maison d'édition, bon, de par Seb évidemment, mais qui met énormément en avant les auteurs. Donc si tu veux, moi c'est un coup de cœur, et puis il y a d'autres projets qui sont en cours et que j'aimerais vraiment mener avec eux, parce que c'est une très belle équipe, puis c'est 4-5 personnes, et puis du coup oui, on va dire que je commence à vraiment tâtonner les jeux pas mal au fur et à mesure. Alors Donc, ton regret? alors leur gré, moi c'est Pentacle. Alors c'est le dernier paru celui-là, c'est très C'est récent. le dernier paru, c'est un regret en fait du regard des boutiques ou des consommateurs, parce qu'en fait la DA est assez clivante, et du coup il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas aller vers Pentacle à cause de ça, alors que c'est un jeu super derrière, avec des super mécaniques, et des fois faut pas se bloquer sur un thème ou sur une couverture. Moi un de mes jeux préférés c'est Orléans, mais pourtant je trouve pas ça joli comme jeu. Ah oui, oui. Pentacle c'est super bien, donc franchement allez-y, il y a un super travail des auteurs derrière, ils sont plusieurs, les illustrateurs c'est pareil, et puis voilà, j'espère que ça se trouvera quand même son public, parce que derrière il y a une belle histoire sur ce jeu, et puis en festival nous on le voit, ça marche, les gens ils viennent, ils testent, et puis je commence à faire presque tous les festivals avec, avec la troupe, donc je vois les ressentis des gens. Ça marche bien, donc allez-y, testez-le. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien, mais... Oui, bah, c'est vrai que c'est ce qui est difficile dans ce jeu, mais on en a à peu près un par an comme ça, c'est qu'en fait, il faut vraiment essayer pour se rendre compte de l'émotion de ce jeu, parce qu'en fait, le principe, c'est que dans les actions qui sont possibles, à ton tour, tu annonces l'action que tu souhaites réaliser, et on fait un tour de table pour savoir si quelqu'un peut te contrecarrer en jouant 2 cartes qui sont associées à l'action. Et si c'est le cas, c'est pas toi qui va bénéficier de l'action, mais celui qui t'a contrecarré. Par contre, si ça revient jusqu'à... Et la personne doit défausser les cartes, bien sûr. Par contre, si ça revient jusqu'à toi et personne t'en a empêché, ou n'a souhaité t'en empêcher, l'action, tu la résous à ton profit. Mais toi, t'avais même pas besoin d'avoir les cartes en main. Ouais. Et ces cartes, elles sont un nombre limité, donc il faut regarder ce qui se passe, compter les cartes, et il y a vraiment un très fort impact stratégique. C'est une course, par ailleurs. Oui, c'est une course. Et c'est une course où, jusqu'au dernier moment, un joueur peut renverser la table, parce qu'on termine, on est vraiment au coude à coude, et c'est celui qui aura été vraiment le plus observateur, le plus malin, qui va s'en sortir, quoi. Et ouais, c'est un super jeu, et effectivement la direction artistique, qui est la même de Cthulhu Dark Art Tarot, Oui. parce que ça nous paraissait approprié pour le thème, mais d'ailleurs à l'inverse, les gens qui aiment cet univers-là, ils ont été les yeux fermés, mais c'est vrai que les boutiques, elles sont réticentes à l'achalander, elles ont l'a priori qu'elles vont en vendre un ou deux. Donc il y a un enjeu à ce qu'effectivement on parle de ce jeu pour qu'elles en aient toujours une boîte, parce que il y a vraiment une mécanique qui est étonnante. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai, c'est un thème sur lequel en fait on pensait pas qu'il y aurait autant de. Que ça allait autant provoquer un clivage, parce que enfin, nous on a beaucoup de gens beaucoup de professionnels qui nous ont dit ah mais non, mais moi je peux pas le prendre parce que enfin tu vois, Satan, tout ça. Toi tu fais non, ça va pas marcher, hein. Tu peux essayer d'invoquer les démons, ça ne fonctionnera pas, mais effectivement c'est un thème qui où tu te dis tu vois, c'est de l'imaginaire, quoi. C'est pas vrai en vrai, mais et puis nous ce genre de truc ça nous fait délirer, tu vois. Mais bon, voilà, à première vue. C'est là où on retrouve le dicton de joue-y et après donne-moi ton avis sur plein de jeux, parce qu'en fait, on va pas se mentir, des nouvelles mécaniques qui émergent, t'en as de moins en moins, hein. C'est comme les théorèmes en mathématiques, tu tends quand même vers des choses qu'on réutilise. Et il y a plein de jeux qui des fois payent pas de mine, et en fait quand tu joues, tu as une sensation autour de la table et franchement une ambiance qui fait que le jeu va être bon. C'est pour ça que des fois on n'arrive pas à anticiper les succès aussi, parce que... Oui, les sensations peuvent être différentes en fonction d'une même mécanique. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui est troublant, c'est que souvent les magasins, ils veulent que tu leur pitches le jeu en l'intersection de 2 mécaniques, et assez peu sur l'émotion que ça suscite, en fait. Or, je pense que... moi, je fais partie de ceux qui défendent que le jeu est un produit culturel. Et ce qui fait qu'il est culturel, c'est qu'il suscite une émotion. Que tu es touché sur l'humanité, en fait. Tu vas ressentir quelque chose. C'est pas vrai que c'est que de la mécanique, parce qu'on se définit pas comme des machines. Donc non, oui, bien sûr. Non, mais après, c'est vrai que aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont importants pour les professionnels du milieu. Et en boutique, les clients, ils restent des fois 30... Enfin, si il faut 30 secondes d'explication, tu les as déjà perdus. Oui, mais ça c'est une réalité. Du coup, aujourd'hui, on s'en rend compte aussi. On se dit, en fait, des jeux que nous, on pensait peut-être accessibles, en fait, aujourd'hui, on se dit, si on n'arrive pas à le pitcher en 3 phrases,
peut-être qu'en fait il est initié voire expert, tu vois. Non mais c'est enfin. Donc voilà, mais on apprend aussi. Hein. Donc si vous aimez les jeux initiés plus et que l'interaction ne vous fait pas peur, il faut essayer Pentacle. Initié, c'est pas si complexe que ça non plus, Pentacle, ça reste accessible. Non, je pense que c'est pas forcément complexe, mais je pense que il y a une tension, il y a une implication psychologique dans ce jeu qui fait qu'il faut avoir envie de se frotter à ça, quoi. Tu joues pas ça en dilettante ou en buvant l'apéro, quoi, parce que il faut vraiment être attentif aux décisions de tout le monde. Alors quel est ton regret Alors, tu sais, en tant qu'éditeur, à chaque fois que tu n'as pas un succès comme pour la Reine, tu as des regrets, donc là, en choisissant un, je vais me fâcher avec plein d'auteurs, mais non, moi j'ai un regret, c'est sur Butine. Un jeu très accessible là pour le coup, on n'est pas du tout dans la même iconographie que Pentacle. Non, du tout, mais en fait, le fait de faire un jeu sur les abeilles conduit tout le monde à croire que c'est un jeu pour enfants. Moi j'avais l'impression qu'aujourd'hui, avec la problématique des abeilles, et ce que ça représente pour l'écosystème, et l'enjeu que ça, enfin c'est dans tous les débats de société, il y a même des hommes politiques à la présidentielle qui parlent des abeilles, donc tu te dis, bon, et on n'a pas non plus une iconographie et une charte graphique qui nous rapproche d'un Djeko, d'un Abba, donc pour nous c'est pas un jeu pour enfants, on peut y jouer avec des enfants, qui ont déjà 7-8 ans parce qu'il faut avoir un peu de patience, et c'est un jeu qui est passionnant. Moi, sur les parties tests, j'ai vu l'auteur avec Frédéric Henry jouer des heures durant, tellement ils sont dans le calcul, la projection. C'est un jeu d'anticipation. On développe une prairie petit à petit. On a des objectifs qui ne sont pas secrets, qui sont visibles. On voit ceux des autres. Donc on voit ce que les autres vont faire. Oui. Ils voient ce qu'on va faire. Et il va falloir pourtant être plus malin qu'eux. Donc voilà, et c'est très bien aussi à 2 joueurs. Mais c'est pas un énorme succès. Voilà, non, c'est pas un énorme succès, mais aussi parce qu'il y a un malentendu. C'est-à-dire que au début, les magasins, de par le thème, l'ont présenté comme un jeu pour enfants. Ah oui, non, c'est donc pas ceux le cas. qui l'ont acheté pour jouer avec leurs enfants se sont dit c'est un quand même drôlement cérébral pour jouer avec des enfants. Ils dit mais c'est pas un jeu pour enfants. Oui, mais s'il y a une abeille. Quel est le rapport? Voilà, donc c'est le regret sur l'incompréhension en fait autour de ça. Et puis j'en ai un autre qui c'est marrant parce que il est même pas dans la pochette. Tu triches. C'est le privilège de l'éditeur. Je l'ai posé au-dessus. Ouais. Juste en dessous de Butine. C'est Magnum Opus. Parce qu'il est sorti quelques temps avant le confinement. Et que là aussi c'est un jeu. Celui-là, alors j'aime bien Butine, mais je préfère à titre personnel Magnum Opus. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et effectivement, on en a peu parlé. Il est très très élégant. Ouais. Un jeu de Lionel Borg. Ouais. Qui est quelqu'un qui a le sens de l'équilibrage et qui arrive à faire des mécaniques. En fait, ce qui est fort dans ce jeu, c'est qu'on a 9 personnages qui sont 9 actions possibles à notre disposition. Tout le monde a les mêmes 9 au début. On va drafter, on va en choisir un, on passe le paquet à son voisin. Et on va faire ça 6 fois de suite. Et après, on va s'intéresser à qui a le premier personnage en majorité. Et c'est lui qui va bénéficier de l'action du personnage. Et on va appeler les 9 personnages comme ça. Et on va devoir construire une logique d'acquisition pour atteindre l'objectif secret. Et ce qui est hyper fort dans ce jeu, c'est que finalement, la combinaison gagnante, elle n'existe pas dans l'absolu. Elle est dans les obsessions des autres joueurs à vouloir combiner certains effets. Et que tu joues à 2, à 3, à 4, à 5 joueurs, ce qui est intéressant de voir chez les joueurs, c'est que les personnages n'ont pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les actions n'ont pas une valeur intrinsèque par rapport au gameplay, elles ont une valeur dans l'enjeu qu'elles portent, selon que j'ai un adversaire, 2 adversaires, 3 adversaires, 4 adversaires. Et cette sensation-là de se dire, avec le même jeu, selon avec combien de gens je joue, avec qui je joue, je vais pas avoir envie de manipuler le même matériel, je vais pas avoir envie de construire la même stratégie, je trouve que c'est assez rare, surtout qu'il n'y a que 9 éléments, quoi. Oui, je confirme. C'est un très bon jeu. Si vous ne connaissez pas, allez y jeter un petit coup d'œil. Et c'est des jeux qui sont aussi passés peut-être à côté des radars. Oui, à cause du confinement, à cause de je sais pas, les joueurs ne les ont pas trouvés, mais bon, il est toujours disponible. Ah bah de toute façon, comme je te disais, nous on est une maison d'édition, donc on a une culture d'avoir un fond de catalogue, que les jeux soient disponibles, et puis bah tu vois, aujourd'hui on est là, on parle de l'actualité, mais on parle aussi des jeux qui sont là, parce que chaque jeu qu'on a publié, c'est pas simple. C'est pas simple de revenir sur les jeux qui sont déjà dans le commerce, ça a tendance à pas mettre forcément ton budget, le budget marketing sur des jeux qui sont déjà implantés normalement. Mais pour certains, il faudrait pouvoir les remettre en avant en sachant qu'on ne sait pas s'il y a de la place pour eux, étant donné le nombre de sorties et à quel point les boutiques et la presse sont sollicitées. C'est ça en fait, c'est vraiment des enjeux où il va falloir qu'on apprenne tous à effectivement leur simplifier la vie là-dessus et
bah, c'est pas facile, voilà, mais on s'y attelle et voilà, et j'espère que on va trouver des solutions là-dessus. Et quel est ton regret? Alors moi mon regret, alors bah maintenant, attends, vu que Sébastien il a pris tous les regrets, j'en trouve un autre. Parce que voilà, je partage son avis sur Magnum Opus et Butine là-dessus aussi. Et moi, alors bah, du coup, je vais faire une originalité dans le regret parce que c'est un super jeu qui a très bien marché. En fait, moi, mon regret, c'est que on n'en a pas fait assez à l'époque de culte, vraiment, parce que c'est du gros jeu. C'est pas donné à produire. Et, c'est une coproduction. Ouais, c'est une grosse production. Avec un graphisme qui fait envie. Là, pour le coup, moi j'avais très envie d'y aller. Ouais. C'est un super jeu qui, en plus, correspond bien à ce qu'est Brajlon, à ce que ce qu'aime l'équipe, etc. Et puis ceux qui ont du mal qui croient que Pentacle est trop délicat sur le thème en magasin, parce qu'il y a un pentagramme. Là, par contre, Culte avec un type sur un feu. Il y a un peu plus de jaune quand même sur la couverture. Mais ça joue malgré tout. Il y a un peu plus. Mais ça, ce jeu, il est méchant. C'est un très bien jeu. Et en fait, là, on sait qu'il y a des gens qui l'attendent encore, qu'il y a aussi de la demande en boutique. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'est pas encore capable de réassortir cette demande. C'est un gros risque le réassort. Et voilà, et c'est vrai que là-dessus, on cherche des solutions. Et ouais, c'est vraiment. Voilà, mon regret, c'est sur Culte. C'est au moment où on a pressé le bouton, on aurait dû se dire ah, vas-y, allez. Oui, et puis il faut dire que ceux qui ont une édition française qu'on a faite ou qui la trouvent dans un magasin, à l'intérieur, il n'y a que dans l'édition francophone il y a le Culte voué à Asmodée. Vu que les autres pays avaient fait un autre choix pour leur édition particulière, leur collector. C'est pour ça. Alors, on va passer au deuxième thème, le jeu qui vous évoque un souvenir, une anecdote. Je le teste, ce thème. Je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à présent. On va voir si vous avez des choses à nous raconter. Tu veux commencer? Ouais, je sais pas si t'as la même que moi. T'as la même que moi? Non. Nous, Butine, j'ai hésité à le mettre pour le regret aussi, Butine, parce que je trouve que c'est un jeu qui est formidable, avec une accessibilité aussi qui est dingue. Pareil au flip, on a beaucoup d'anecdotes, on se retrouve fin de festival, je crois que c'est l'avant-dernier jour, avec un couple de papy-mamie qui viennent pour jouer à Butine, et qui ont passé littéralement plus de 2 heures sur la table, pour attirer d'autres gens, refaire des parties. Et du coup, c'était vachement touchant parce qu'en fait, tu voyais, il n'y avait pas beaucoup de grands-parents sur ce festival-là, j'ai l'impression. Et en fait, quand on est arrivé, les gens commençaient à se rassembler en me disant mais c'est rigolo, il y a un couple qui s'en met plein la tête depuis 2 heures. Resté, puis il y avait de l'ambiance, ils étaient à fond dessus. Et moi, c'est là que j'ai vraiment découvert en fait ce jeu-là, que nous on adore jouer à deux, qui est un très 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 bon jeu à deux. Et comme tu le dis, qui n'a pas trouvé son public de par. Il y a un malentendu avec les premières ventes faites par les magasins. Parce que ça soit de l'anticipation, et puis c'est très thématique, tu rebondis de fleur en fleur. Enfin, il y a tout qui est là pour que ça fasse un bon jeu, donc c'est à la fois un regret, puis à la fois super bien de voir des gens de tout âge s'amuser là-dessus. Et ils l'ont acheté? Oui, je crois. Oui, et puis je t'ai dit, ce jour-là, ils avaient aussi attiré d'autres. Parce que du coup, les gens la regardaient jouer, ça c'est pour jouer. Et ce jour-là, on a vendu pas mal de Butine. C'est un peu à Londres. Grâce à leur partie en fait. Quand il y a les danseurs à Londres et que les gens viennent autour, c'est un peu ça, c'était des gens qui jouent à Butine. Là, vous le saurez pour les prochains festivals, vous payez en douce un ou deux petits vieux qui viennent jouer à votre jeu. Ça attire du monde, ça permet d'en vendre. Très très bonne idée. Voilà. Tu as choisi lequel? Alors j'ai choisi la Grande Évasion. Est-ce qu'on a ramené la Grande Évasion? On l'a quelque part au chalet, mais ils sont peut-être pas tous. On les a peut-être pas tous réunis. Parce que, alors, ma mémoire me jouera peut-être des tours, parce que c'est un jeu qui a été signé par les 12 singes, qui sont en coproduction avec nous là-dessus, à l'époque où il y avait cette fameuse collection qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Et où justement, en entendant les critiques sur le packaging, on s'était dit, le prochain jeu d'Antoine Boza, qu'on a signé, il faut qu'on fasse une boîte, et qu'on fasse un vrai truc. Et puis en fait, on s'est recentré sur le jeu de rôle, les années ont passé, et Antoine a fait la carrière qu'on lui connaît, et ce jeu est enfin sorti, et je crois bien que ça doit être le premier jeu d'Antoine en fait. Ah oui, c'est son premier jeu qui sort très très longtemps après les autres du coup. C'est ça. Et qui est un jeu à identité secrète, mais qui se joue en 3 rondes, et c'est un jeu qui demande d'être malin pour arriver à s'évader sur les 2 premières rondes, tout en ayant en tête qu'il faut laisser croire aux autres qu'on a une espèce de marotte pour y arriver, afin de changer de pied au dernier tour, parce qu'il y a un système de points qui fait qu'on n'a pas intérêt à jouer de la même manière tout du long. Donc il y a un côté un peu poker menteur,
Et je trouve que ce jeu, il a une profondeur qui lui est sous-estimée. Parce que les gens, souvent, ils font une partie pour rigoler et ils jouent pas le jeu des 3 manches. Et ils voient pas qu'il y a vraiment un effet de bluff très très fort, en fait. Et voilà, et voilà, pour l'anecdote, c'est ce jeu qui a mis plus d'une décennie à arriver et qui aujourd'hui se vend un petit peu tous les mois et qui là en ce moment de nouveau un peu de visibilité et c'est très heureux parce que c'est pour nous, enfin pour moi et les associés des singes, et puis je pense aussi pour Brajon du coup, c'est la rencontre avec Antoine Boza Oui. pour ces 2 activités, donc une anecdote sympathique. Et toi, Gaël? Moi, sur la vallée des marchands, en fait, c'est un jeu, si tu veux, alors je sais pas si ça peut servir d'anecdote, mais voilà. C'est un jeu, en fait, qui est clivant, c'est un peu dur, mais c'est comme terme, tu vois. Mais sur les illustrations, en fait, on a plein de gens qui nous disent. Si, on peut le révéler. En interne, chez nous, ça a été extrêmement clivant. Ouais. Il y a des gens chez Brajon qui nous disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc Voilà. Parce que c'est pas vous qui l'avez développé à l'origine. Non, mais là encore, c'est un jeu d'un auteur, autoproduit. Un finlandais qui s'appelle Sami Laakso. Ouais. Et en fait, c'est un jeu que moi, à titre personnel, je trouve ultra joli, justement. Parce que Sami, en fait, c'est et l'auteur de jeu et l'illustrateur. Et il a dessiné toutes les cartes, tous les petits objets, tous les animaux. Ouais. Alors, les animaux, alors il y en a certains qu'on aime plus que d'autres. Les objets sont incroyables dans la vallée des marchands. Et tu vois que chaque dessin, en fait, est fait avec amour, tu sais, ça fait, non mais ça fait cul quand je dis ça, mais en fait je te jure, il y a une vraie sensibilité, il y a un univers. T'as une sensibilité, c'était vraiment une sensibilité dans ce qu'il fait, et moi ça me touche beaucoup, et en fait en travaillant sur le jeu, en discutant avec les boutiques et les clients, je ne vais pas rentrer dans ça fait très stéréotypé ce que je vais dire, mais en fait c'est un jeu qui, typiquement en fait, on va dire un public féminin va plus facilement vers la vallée des marchands en disant ça attire plus les femmes que les hommes. Et ça a été justement aussi un peu, je trouve, la force de jeu là, parce que le deck building, il est arrivé en fait au moment où il y avait beaucoup de deck building. Alors moi j'adore Dominion, etc. J'ai beaucoup joué à Star Realms, enfin tout ça. Mais en fait t'as beaucoup de jeux en fait on se tape dessus, tu vois. Enfin c'est du jeu guerrier, etc. Et la vallée des marchands, il arrivait justement à ce moment de cette vague là, avec tu vois un peu une bouffée d'air frais où tu vas jouer, tu vas devoir faire tu vas devoir montrer que tu es le meilleur marchand, tu vas faire le plus joli des étals. Enfin tu vois, il y avait ce côté là où ça peut paraître naïf, alors qu'en plus c'est un jeu c'est aussi un jeu très méchant en fait, en vrai, tu vois. Ouais, t'as vraiment des coups bas et beaucoup d'interactions, mais voilà, en tout cas dans le thème et dans l'interprétation du thème, tu vois vraiment une bouffée d'air frais, tu vois. Oui, non, mais il est très léger, le système de cartes est Mais sympa, et quand on a les 3 boîtes, c'est cool, parce que si on peut envoyer un message au jury de l'Asdor, la première boîte c'est famille, la deuxième c'est initié, et la troisième c'est expert. Donc, ils peuvent le nommer dans la catégorie cette année, si vous voulez. Donc cette année c'est la troisième, ils peuvent y aller. Non, mais ce qui est super beau aussi, c'est qu'il y a un travail d'harmonisation et d'équilibrage aux petits oignons qui est impressionnant. Enfin, je veux dire, chaque boîte apporte des personnages qui ont un peu leur difficulté qui est propre. Tu peux mélanger les boîtes et puis tu peux acheter n'importe laquelle des boîtes, en fait, c'est pas grave. T'as le jeu, tu as vraiment le jeu. Et puis nous sur notre site on a une interface où tu renseignes quelle boîte tu as, quel type de sensation de jeu tu cherches, et ça te génère les combinaisons de cartes qu'il faut que tu mettes en une partie. Il faut que tu prennes la peuplade des pandas, que tu prennes si t'as la boîte 2, la peuplade des crocodiles. En fait toi tu peux dire je veux beaucoup d'agressivité, ou au contraire je veux un jeu dans lequel il n'y a pas d'interaction et chacun évolue de son côté, tranquillement. Mais quand t'as commencé à en parler, je pensais que l'anecdote que t'allais révéler, c'est qu'en fait le fait aussi d'être une maison d'édition, chez nous, les traducteurs, ils sont auteurs en fait. Ouais. Et là-dessus, dans son travail de la traduction, il y a un dialogue permanent c'est vrai entre le traducteur et le créateur, où il y a vraiment aussi un partage de comment sont perçus certains effets en termes de sensibilité par rapport au public francophone en fait. Donc il y a un vrai travail d'édition que mène le traducteur à nos côtés et qui démine pas mal de situations. Et de l'aveu même de Sami, fait même grandir son jeu et lui donne des idées pour les développements futurs. C'est un jeu en fait sur lequel aussi il y a beaucoup de jeux de mots et juste dans le titre des cartes, il n'y en a pas besoin pour jouer si tu veux, mais voilà sur lequel en fait sur chaque carte aussi vous allez voir qu'il y a un petit texte en bas qui est juste un texte petit texte d'ambiance, un petit texte d'ambiance, mais dans lequel il y a un lore complet qui est développé. Et Sami, lui, a développé d'autres jeux de plateau beaucoup plus ambitieux en fait sur le monde de la vallée des marchands en fait.
dont un wargame, non, je sais même pas comment dire ça, un wargame, c'est-à-dire qu'en fait le but ça va être, il va y avoir une guerre, et ça va être, chacun a des factions, et ça va être d'empêcher la guerre d'avoir lieu. Tu vois. Bon, bref, Donc il a développé l'univers. plein de choses vraiment, vraiment chouettes, c'est un très bel Là, auteur. il y a un vrai auteur, au sens vraiment à 360 Ouais. degrés, c'est-à-dire que il crée un univers, il crée une mécanique, il y a une philosophie, il y a même un propos. Enfin, c'est Un peu à la Ryan Locat, autre Tout à fait. auteur qui fait un Ouais. peu tout Ouais. dans ses jeux, illustrations, Exactement. Ah ouais, c'est clair. jusqu'à la mécanique et qui rencontre un très grand succès. On va passer à la dernière rubrique. À quel jeu avez-vous envie de jouer là tout de suite? Et ça sera la dernière rubrique de notre émission. On va terminer là-dessus. Après, on ira peut-être manger un petit peu, puis jouer. Donc ça peut nous donner de bonnes idées. Ouais. Quel est le jeu auquel vous avez envie de jouer là tout de suite? Mais tous, Tous? Ah bah tiens. Non, mais non, faut choisir. Hein. faut choisir. Eh ben, je te propose de commencer justement, Sébastien. Mon cœur balance. Pentacle. Parce que Pentacle. ça a été une telle rencontre. J'ai des émotions, des sensations dans ce jeu qui sont folles, quoi. Je capte, hein. On a failli voir Zerzura, on a failli en parler. Oui, on a Désolé, failli Romaric. avoir Zerzura parce que aussi c'est une belle rencontre avec Romaric Gallonier et que je trouve que il y a beaucoup de gens qui ont dit de ce jeu des choses pas méchantes mais qui l'ont sous-estimé, je Oui. pense. Nous on a fait deux modes, un mode débutant et un mode dit expert, et dans les faits on a vu en salon des gens arriver à jouer avec les deux en même temps en fait. Et donc ça je trouve que c'est un beau miracle et ça marchait vraiment très très bien. Et puis c'est un jeu de collection où il y a moyen de... En fait le principe c'est que dans beaucoup de jeux en fait plus on en a plus on marque de points. Et là en fait on a des collections qui si on en a trop eh bien ça nous coûte. Par exemple il y a des piments dans ce jeu, on est sur un marché et effectivement, et puis premier piment c'est sympa mais quand t'as trop de piment tu te brûles et puis dans le meilleur des cas quoi. Donc... Il est fort quand même, hein, Sébastien. Il a réussi à coder 2 jeux sur les 3 Oui, qu'il oui, il ouais, a mis 5 jeux Voilà, sur les 3 c'est- qu'il avait. Après, nous derrière, on fait vraiment ça. Non, mais C'est un quel peu ça. talent. Donc c'est Romaric Gallonier et Sébastien Kévo Oui. sur ce jeu-là. Quel est celui auquel tu as envie de jouer là maintenant, Gaël? Eh ben moi, alors, il est pas dans l'affiche, mais Ah, voilà, voilà, c'est tout le monde comme triche. ça, Ouais, tout c'est- le monde triche. Je maîtrise Ouais. plus Canapé. Non, tu Mais vois, vas-y, ouais. triche, ça me fait Ben moi, plaisir. j'aurais bien Captain Soir. J'ai fait exprès de pas le mettre parce que je me suis dit ils vont le mettre pour toutes les rubriques. Non, J'ai mais choisi ouais, parce que volontairement. bah, tu vois, c'est un jeu qui joue sans fin, je trouve. Tu vois. On Sans avait dit fin, qu'on gardait sans- Captain Soir pour la question qui mérite l'as d'or, non c'est pas ça non Ah bah. Ouais, ouais, ouais. Après on va envoyer tellement de messages Mais oui, qu'on va mais se non, détester mais- je crois. Faut- notre modestie nous interdit ça. Mais, C'est ça, ouais. mais J'ai en bien tout cas, fait de l'enlever on va cette bien. rubrique, hein, parce qu'on aurait eu que Anabi ou Capitaine Soir. Non, mais non. On pense que tous les jeux ils le méritent, voyons. Bah, enfin. évidemment, mais en fait c'est indispensable. Moi quand j'étais dans le C'est jury de petit l'As joueur de pas le d'or, penser. je trouvais même normal de se faire engueuler par les éditeurs en nous disant mais mon Oui. jeu est génial, pourquoi vous l'avez Non. pas sélectionné? Bah ça, c'est pas agréable à recevoir, mais d'un autre côté, C'est tout bébé, il quoi. vaut mieux Ouais. que l'éditeur y croit, sinon ça vaut Bah, pas le coup de les faire. Exactement. Complètement. Ouais. Moi je finis Je sur. propose le mot de la fin. Ouais, je finis sur un classique. Ouais. Alors pour plusieurs choses, Allez-y. je suis fan du travail d'Antoine Bauza de manière générale. Oui. Que je connais pas mais que j'apprécie le travail énormément parce que même si maintenant c'est un peu différent avec la team Kaedema, Oui, c'est beaucoup moins bien. c'est- Pas du tout. au contraire, de par le flow de sortie qu'il y a actuellement, c'est très dur en tant que jeune auteur ou en tant qu'auteur, à part quand tu arrives à faire un jeu où vraiment ça en parle de partout, tu as une super mécanique, de voir ton jeu sur la durée. Et moi, c'est là où j'étais très fan d'Antoine Bauza de manière générale, que ce soit avec Anabi, Selander ou Takenoko. C'était quelqu'un qui faisait pas énormément de jeux, et par contre qui mûrissait ses idées pendant des années. Et il y avait vraiment une histoire quand il te raconte Takenoko, que ça part d'une photo au Japon, etc. Il y a une vraie histoire et un vrai développement. Et moi, si j'ai la chance d'arriver à faire d'autres jeux, c'est vraiment alors, jamais avec la prétention de gagner autant de prix parce qu'il fait des jeux superbes. Mais je veux Alors, dire, ça, tu sais, les prix, faut pas les vouloir hein, pour les c'est gagner. exactement, ça. ouais, on a bien compris ça. Mais je veux dire, le fait de suivre un peu son bébé et de continuer à l'avoir sur le long terme, moi, c'est quelque chose que je trouve impressionnant. Et puis Anabi, par toutes les histoires que raconte Sébastien, c'est quand même un jeu qui a une super histoire et qui, moi, mon côté un peu chiffres, ingénierie, etc.,
je trouve fabuleux. L'idée de se dire, bon, on va mettre des cartes à l'envers, on va jouer. Ouais, moi je trouve c'est aussi extraordinaire que j'aime pas spécialement y jouer. Tu vois, Oui, j'ai c'est un ça. double discours Parce que dessus. tu te casses un peu la tête aussi, mais c'est. Mais non, c'est juste parce que les autres jouent pas comme moi. Alors on n'y arrive jamais. C'est de ma faute soi-disant, alors que pas du tout. C'est la faute des autres qui jouent pas comme moi. Ouais, mais c'est de la bonne triche. Tu triches Non, mais souvent. c'est vrai que c'est une histoire éditoriale incroyable, le travail de Mathieu Despnous et de Cocktail Games Ah ouais, non, mais... pour porter ce jeu et le défendre et le pousser dans des environnements produits, des versions en domino, là maintenant Grand Feu. Grand Feu avec les il y a extensions, aujourd'hui, juste là, enfin, c'est superbe le travail qu'il y a dessus. Enfin, nous, on est très contents de l'avoir trouvé, enfin mes associés sont très heureux de l'avoir trouvé, et c'est très sympa que tu en parles alors qu'on vient pour parler de Brajlon, mais c'est aussi, moi c'est aussi à titre personnel l'occasion de saluer le travail de l'équipe de Cocktail Game et de Mathieu Despnous, qui est un très très grand professionnel, et qui moi, dans les moments où on s'est rencontrés une fois par an pour parler d'Anabi, est quelqu'un qui m'a donné des conseils essentiels dans ma carrière. Et voilà, enfin, je pense que c'est une maison d'édition qui compte dans notre pays et on Oui. peut Ah bah être oui. fier du catalogue qui déploie parce que l'air de rien, il a défriché énormément de voix que beaucoup ont emprunté après lui. Donc je pense que, enfin voilà, je pense que c'est assez rare en fait qu'on reconnaisse son travail et bah voilà, si on a l'occasion de le faire, faisons-le. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Le travail qu'il y a autour d'Anabi, c'est un bijou, hein, Anabi. Ouais. Et ça, personne ne dit le contraire. Le travail de développement autour de ce jeu qui a rencontré son public. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, plus simple aujourd'hui, mais c'était pas simple d'y arriver. Et on ne cessera de dire que c'est un jeu de très grande qualité. Je range Zerzura. On a une caméra qui s'est éteinte, je crois que c'est le moment de conclure cette émission. On a fait une très longue émission, donc au bout d'un moment nos caméras s'éteignent. C'est la caméra où on est tous en plus. On va utiliser. On va changer de plan. Ouais, sur cette fin d'émission, pour le au revoir final, je vais utiliser les deux autres caméras pour vous dire au revoir à tout le monde, pour vous remercier de vous être déplacés Merci à jusqu'au toi. chalet. On a passé un très bon moment, on a évoqué plein de jeux du coup je sais plus quelle caméra je regarde parce que normalement c'est celle qui vient de s'éteindre que je regarde pour saluer tout le monde. Nous on va justement passer à autre chose, on va passer en bas, on va manger. Ouais, et puis moi j'ai un On dernier n'a petit pas fait message. grossir, hein. Chers confrères, vous êtes jamais venus à un monde de jeu, vous avez des doutes, mais n'hésitez pas, venez, on est Merci. très très bien reçus, tout le monde est très sympa, et on a passé vraiment un moment extraordinaire en ta compagnie, donc merci beaucoup de cette Tu invitation. sais que nous on veut passer un bon moment aussi, donc on fait tout en sorte pour que ça soit pas trop pénible comme travail. C'est pas trop pénible comme travail, c'est très agréable. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne justement, regarder des émissions, jouer aux jeux de Brajlon. Il y en a quelques-uns, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Maintenant vous les connaissez, vous avez peut-être envie d'y jouer, c'est l'occasion. Et puis je vous souhaite à tous, je sais pas quoi en fait, ça dépend à quelle est l'heure. Elle n'est pas très maîtrisée cette fin d'émission. Hein. Une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.